Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. Réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des couloirs du catch. Et comme d'habitude, Messaya est avec moi. Salut Messaya, ça va la forme? Ouais, ça va. Et toi, Thomas? Ouais, ça va la forme. Content de te retrouver, ça fait plaisir. Et puis surtout que on va sortir un petit peu du carcan de Ric Flair sans en sortir, mais en sortant. Je sais Oui, pas parce si. qu'il y a des sujets de la journée et on va le mentionner. Voilà. Aujourd'hui, on s'est dit, parce que je pense que pour l'émission de Ric Flair, on a encore 2 grosses émissions à faire. À peu près, c'est ce qu'on s'est dit hier, mon ami. Je pense, ouais. Ouais. Comme je voulais vraiment traiter la période WWE dans une émission complète, annexe, enfin dans une émission complète, je pense qu'on va encore traiter un épisode sur la fin de son run à la WCW. Et après la WWE, je pense qu'on est encore sur 2 numéros, je pense. Ouais, les moyens. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de t'entendre parler de Ric Flair. En plus, on passe des super bons moments, j'apprends plein de choses. Ça me permet toujours d'insulter la WWE, ça j'aime bien. Ouais. Voilà, parce que Ça fait beaucoup rire les gens. Ouais, je tiens à m'excuser, c'est sorti vraiment du fond du cœur. Alors, pour les amis, comme vous avez pu le voir, l'algorithme de YouTube en ce moment, il est très méchant. Et on a vraiment beaucoup de mal à ravoir les vues et même le nombre de propositions aux gens. Parce que on pourrait très bien se dire que les gens décident de moins cliquer parce que peut-être le sujet les intéresse moins. Mais quand certaines vidéos sont proposées 16 ou 17 000 fois en une semaine, là on est sur du 4 000 fois, donc c'est quand même 4 fois moins si je sais compter. Ouais. Donc forcément, en termes de vues, on le ressent. Donc on vous demande encore une fois l'effort de mettre un j'aime, mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire coucou. On en a un qui met toujours un petit coucou. C'est pas grave, ça suffit pour faire vivre l'algorithme. En fait. Sur le téléphone de Netty Booster les vidéos. Ouais, si vous pouvez pour augmenter la vidéo. La petite case boost, on vous le répète à chaque fois. Voilà, c'est important. Si vous pouvez, partagez-le à des fans de catch, ouais, des fans de catch, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi, comme le commentaire, le j'aime, le Netty Boost. N'hésitez pas aussi à faire un petit coucou dans les lives, même si vous restez pas, mais le petit coucou dans les lives, ça fait toujours un petit... n'hésitez pas à parler, comme je le dis à chaque fois durant les lives, on a toujours les mêmes qui commentent et ils sont extraordinaires. Et ils sont de plus en plus nombreux quand même. Ils sont de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, ceux qui suivent sans commenter, de mettre au moins un petit commentaire. Juste un petit coucou, où je suis content d'être là, ou voilà. Juste en fait, pour que YouTube continue à reproposer un peu plus les vidéos, il faut qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore 30 ou 40% des gens qui ont regardé l'émission sur Ric Flair qui ne sont pas abonnés. Pour une toute petite chaîne comme nous, c'est énorme. 40%, donc surtout que là on va vous donner du contenu parce que encore une fois nous on tourne à l'avance, donc la veille que vous avez regardé cette vidéo, il y a eu un live de preview pour le show AEW Double or Nothing, et le lendemain que vous regardez cette vidéo, le mardi... mardi demain, oui. Mardi, ouais, c'est ça. Il me semble mardi 2. Ouais. Mardi 2 juin demain. Non. C'est la semaine d'après, pardon. C'est juste oui, t'as raison. Mardi 26. C'est 26, oui, je suis 26 mai, il y aura la grosse review du show. Ouais. En live. En live, et en plus, ce sera pas les lives habituels, comme les lives habituels du mardi qui durent moins longtemps, dû à mon travail. Je ne travaille pas le mercredi d'après. Donc du coup, on va pouvoir faire une review complète qui va durer longtemps, donc n'hésitez pas à venir. Ah ouais, franchement, faites-vous plaisir les amis, on compte sur vous. On a besoin de vous, on a besoin de votre présence. Ça fait un petit moment que je l'ai pas dit, mais cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est vous qui la faites vivre, nous on l'anime, mais vous la faites vivre. Donc on a besoin d'un peu de votre soutien. On a besoin que vous nous aidiez à continuer à grandir tout doucement. Et c'est vrai que un petit clic, un petit j'aime, un petit commentaire, pour vous c'est quelques secondes, mais pour nous c'est énormément. Voilà. Sur ce, je pense qu'on est pas mal pour l'intro. Ouais. Alors, on voulait un petit peu sortir on voulait pas vous claquer les 4 émissions de Ric Flair à la suite. Parce qu'on s'est dit à un moment, vous en avez peut-être marre. On prépare un catcheur un peu plus méconnu et encore méconnu, underground avec Raven. Mais on s'est dit aujourd'hui, on va se replonger un petit peu dans les procès, dans les enquêtes, dans l'investigation. On va parler un petit peu de grosses histoires qui se sont passées, WCW, WWE. Pour l'instant, on est sûr d'en faire 2. On verra bien le durée de l'émission, si on fait la 3e ou pas. Ça marche? Ouais. Comme ça, c'est très bien. Pour rester dans le carcan WCW, Messaya, tu vas nous parler du show en Corée. Tu l'avais teasé durant la dernière vidéo sur Ric Flair, j'en ai parlé. Donc, là, tu vas pouvoir te lâcher complètement. Oui. Et ensuite, on va parler du vol de l'enfer de la WWE. Sujet qui a déjà été traité par d'autres youtubeurs, mais comme on t'a demandé plusieurs fois qu'on donne notre avis, qu'on explique, et que tu racontes parce que tu es un très bon conteur, et au moins tu vas pouvoir un petit peu en parler. On va essayer. Voilà. On part un petit peu sur les plates-bandes de notre ami
Eric Bischoff. L'envers du ring, j'allais dire. L'envers du ring, pardon, aussi. qui traite pas mal de sujets derrière le ring. Mais bon, je crois pour avoir parlé avec lui, il n'avait pas prévu de parler de ces deux choses-là, donc comme ça, c'est très bien. Oui, et même, de toute façon, on n'a pas le même format que lui. Lui, c'est plus monté. Allez, lui donner de la force aussi, Allez, comme à nous. Il mérite, c'est très bien. Voilà, mais là, nous, on va donner, avec notre personnalité habituelle. Voilà, donc on va être dans l'instant. Par contre, je tiens à dire que moi, Thomas, je m'engage à ne pas insulter la WWE de toute cette émission. Alors, je ne dirai pas les mots tut. Voilà. Shit. Goddamn. Bon. Ma petite imitation de Shawn Michael a été belle. Hein. Ouais. Non, mais plus sérieusement, voilà, on compte sur vous. C'est vrai que on a besoin de votre force, on a besoin de votre énergie. On compte sur vous pour faire exploser les compteurs à chaque fois. Et voilà. Alors, est-ce que tu es prêt, mon ami Messiah, pour qu'on se lance? Oui, je suis prêt. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Est-ce que tout est bien? Non, tout est ok. Non. Ah oui, juste un truc. On avait parlé que dans les prochaines émissions enquête, on traiterait certainement de la suite de l'affaire Chris Benoit. Tu te rappelles? Oui. On l'avait dit après l'émission. Pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ami l'envers du ring a fait une vidéo, je voulais dire exceptionnelle, oui, c'est le mot, sur justement tout ça. Donc pour pas faire doublon et pour laisser son émission vivre tranquillement, nous on a dit qu'on prendra notre temps pour la suite. Oui. Et on m'a demandé l'émission sur Jericho, les gars, faut pas l'oublier. Non, on ne l'oublie pas. La dernière partie sur la carrière de Jericho, juste la dernière partie de la carrière de Jericho, la carrière n'est pas finie. Et on veut laisser un petit peu un maximum de surprises. On va lui laisser passer 2026 et on verra bien à ce moment-là où on en est. Oui, et c'est là aussi le temps de moi de recompiler tout ce qu'il y a à dire dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Surtout à l'AEW, il a eu un run intéressant. Entre long. New Japan et AEW. Et puis, mine de rien, maintenant, après, je pense qu'on va se laisser cette année-là passer pour lui, puis après, on fera la fin, parce qu'après, je pense que de toute façon, il sera plus en haut de la carte et pertinent, je pense. Voilà. Donc, on commence par lequel? Lequel tu veux commencer, Messiah? On a dit le show en Corée. Le show en Corée. Donc, le show en Corée, explique un petit peu le contexte. C'est quoi ce show en Corée? Alors, l'idée vient d'Antonio Inoki. Donc Antonio Inoki, qui est le président de la New Japan, donc je le répète assez souvent, qui voulait organiser un énorme show en Corée du Nord, parce que il s'est dit, au Japon, il était un peu dans la sauce au niveau de sa carrière politique. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait de la politique, tu m'avais dit. Oui, pendant longtemps, ouais. Sénateur ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Il a été député. Ouais, voilà. Je sais pas s'il y a des sénateurs au Japon, mais... Voilà. Dans le parlement japonais, et en fait, il a été élu et tout ça, il y a pas de souci. Mais il était un peu dans la sauce par rapport à sa cote de popularité. Les shows New Japan fonctionnaient très bien, mais lui, en tant que personne, il commençait à être un peu moins bien vu. Ouais. Parce que il avait pas mal d'acquaintances, justement déjà d'une avec la Corée du Nord. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui, parce que ça m'intéresse. Voilà, et aussi parce que il y a eu la fameuse affaire avec le fils de Saddam Hussein aussi. Oh putain. Où il a été sauvé des otages japonais. Donc ça a été bien vu par les Japonais, mais ça a été très mal vu par le reste du monde. Parce qu'en fait, il y avait eu un délire en Irak où en fait il y a eu des otages japonais en fait qui pouvaient pas quitter le territoire. Et en fait, lui, il a demandé au Parlement japonais d'y aller. On lui a dit non. Et en fait, lui, en tant que taré, en tant que second empereur du Japon, big up à Yanis, comme il le dit, il s'est dit, moi, je vais les chercher. Donc, du coup, grâce à ses équipes et grâce à ses connaissances, il a pris des avions en partant de Turquie pour pouvoir aller en Irak, rencontrer le fils de Saddam Hussein et de négocier pour pouvoir récupérer les otages. Le mec ne voulait pas au début, et en fait, c'est la mentalité d'Inoki qui est du fighting spirit, qui est le king of sport. Tous les termes de la New Japan, c'est l'incarnation d'Inoki de toute façon. C'est un truc de fou. Et en fait, il va proposer un show de catch en Irak, qui va être accepté par le fils de Saddam Hussein, et ils vont le laisser partir avec les otages. C'est Inoki, de toute façon. J'ai tellement des anecdotes. Attendez, quand on va parler de l'histoire dans les épisodes de l'histoire du catch mondial, quand on va arriver sur le Japon, il y aura un énorme point Antonio Inoki. En fait, il y aura un épisode sur Antonio Inoki. Je vais être obligé de. Ouais, mais putain, et donc il a été faire un show en Irak en échange de la libération des otages. Exactement. Et quand il est revenu au Japon, il a dû se faire taper sur les doigts, en fait, parce qu'il a désobéi. Il s'est fait taper sur les doigts au niveau du Parlement. Il y a des gens qui étaient très contents, mais il y a beaucoup de gens qui avaient peur parce que il arrive à avoir des relations avec des gens qui sont pas très clean. Ouais. Le fait que tu aies des échanges avec Saddam Hussein, même si c'est des trucs, oui, par exemple, je prends l'exemple de Dennis Rodman, le basketteur avec Kim Jong. Alors vous m'expliquez Kim Jong-un. Kim Jong-un. La vraie prononciation c'est Kim Jong-un, mais bon, Kim Jong-un ça passe. Et on va parler de son daron là, mais. Oui, je sais. Non, mais je veux dire, je sais que le basketteur Dennis Rodman, quand il avait été faire un match de basket caritatif chez lui, par exemple,
Bon, c'était qu'un match de basket, mais ça avait été très mal vu à l'international. Et tu vois. m'étonnes. Parce que, donc, je peux comprendre ce rapport. Mais alors ça, putain, tu me vends, pardon. Ça, purée, tu me vends du rêve. Hein. Et donc du coup, Inoki, comme là, il est dans la sauce au niveau de ses, comment ça s'appelle, de sa Sa politique. popularité, ouais, Il politique. s'est dit, je vais essayer de nouer un lien entre la Corée du Nord et le Japon. Quand même, il est quand même un peu fralé, le mec. Ouais. Hein. Alors, la Corée du Nord, alors on va pas parler de politique extérieure et de géographie politique, mais je crois que c'était encore plus fermé qu'aujourd'hui. Oui, bah oui. C'était bah oui, encore oui, pire oui. qu'avant. Non, mais Bah, parce que, surtout que je vais te donner le contexte de l'année, tu vas vite comprendre. Voilà. Mais le gars, il s'est dit, vas-y, moi, parce qu'en fait, Antonio Inoki aussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui a eu la diaspora japonaise. Il a dû quitter son pays pour aller au Brésil. ouais. Donc du coup, en fait, le mec, lui, il fait partie Tu sais pourquoi ou pas? à l'après-guerre. L'après-guerre, son père qui était dans le commerce du charbon, machin, j'en raconterai plus dans sa vie, mais ils ont dû faire, il y a eu beaucoup d'exodes de japonais vers d'autres pays, dont le Brésil. Par exemple, je donne un truc tout bête, mais c'est pour ça que tu as une marque de sushi, je dirais pas le nom de la marque parce qu'ils nous sponsorisent pas, qui font des sushis péruviens. Ah bah oui, ouais. Parce que c'était la main-d'œuvre japonaise qui avait émigré au Pérou et qui avait ramené cette culture et qui avait fait le mélange des sushis avec le côté Pérou. C'est pour ça qu'ils avaient rajouté des Oui, piments. des choses donc comme du ça. coup, beaucoup sont partis. Ouais, en Amérique du Sud. Désolé, mais les NAZI, il y en a beaucoup qui sont partis aussi en Amérique du Sud. Oui. Donc en fait, les perdants de l'après-guerre, il y a beaucoup de peuples il y a beaucoup qui ont émigré là-haut. Il y a une légende comme quoi un certain Moustachu était en Argentine encore aujourd'hui. Oui, voilà. Pas aujourd'hui, mais n'était pas vraiment mort dans le bunker et était parti en Argentine. C'est un peu tout ce délire-là. Et du coup, Antonio Inoki, c'est l'un des rares japonais connus qui n'a pas le côté fermé des japonais. Parce que les japonais, il faut pas oublier que c'est un pays un peu fermé, un peu raciste, bien sûr. Et donc du coup, Antonio Inoki, non, lui, il voulait s'ouvrir au monde. Il s'est quand même ouvert au monde, hein, donc. Et là, dans ces cas-là, il se dit, putain, ma carrière politique est en train de foutre le camp. Bah, si j'arrive à renouer le lien entre les Japonais même pas renouer, créer le lien entre les Corées et le Japon, bah, ce serait bénéfique pour ma carrière. Et puis après, mais en fait, le mec, comme je dis, il est larger than life, en fait. Il est pas dans le même monde que nous, parce que n'importe qui lui a dit ça va être une connerie, ça va pas marcher. Surtout qu'en plus, on rappelle que le Japon avait envahi la Corée et tout ça. Les Coréens détestent les Japonais détestent les Coréens. Tu vois, donc du coup, c'était un peu complexe. Et puis après, il s'est dit, une fois que j'ai fini ça, je reforme la Corée. Ouais. Je règle la paix. Et puis après, je vais soigner le cancer. Et puis éventuellement, j'envoie un satellite sur la Lune. Voilà. Et donc du coup, il se dit ça va être facile pour moi. Il va essayer de rentrer. Il va contacter le gouvernement nord-coréen. Parce qu'il a des acquaintances déjà de base en tant que catcheur. Il est respecté en tant que catcheur en Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'il a pas choisi, oui, comme tu vas y venir, il a pas choisi la Corée du Nord par hasard. Oui. Voilà. C'est ça. Parce que c'est le disciple direct de Riki Daozan, qui est, on a déjà dit dans de multiples vidéos, le premier catcheur japonais, en gros. Mais, il n'était pas japonais, qui était coréen du Nord. Parce qu'en fait, ce Riki Daozan, de base, était un sumotori qui a voulu faire carrière au Japon dans le sumo, sauf que comme le Japon s'est fermé, comme il n'était pas japonais, il ne pouvait pas atteindre les derniers grades du sumo. Ouais, parce que là, il fallait être japonais. Je sais pas, le sumo, je connais pas. Peut-être ça, je pense, ça a changé aujourd'hui, parce que je crois que l'un des grands champions de sumo actuels, il doit être européen ou russe, je sais plus, tu vois. Ouais, possible. Voilà, possible. Chirac, grand fan de sumo d'ailleurs. Oui, Chirac, grand fan de sumo. Et donc du coup, Riki Daozan, il a trouvé la passerelle grâce à ses relations avec les Yakuza, grâce à ses relations avec les États-Unis. C'est lui que tu dis que c'est le premier, c'est le Yakuza du catch. C'est Riki Daozan. Non, c'est Riki Daozan ou c'est Inoki que tu dis souvent, qui avait un personnage de. Non, le personnage de Yakuza, c'est Masaru Chono. C'est ça, excuse-moi. Voilà. Non, là, c'est vraiment dans la vraie vie, là. C'est pas un personnage. Voilà. Riki Daozan, c'est réputé que il y avait toute la mafia qui a lancé le catch au Japon, de toute façon. Et avec les accointances avec les États-Unis, les partenaires avec la NWA qui ont accepté que Lutez se couche pour Riki Daozan pour lancer le catch au Japon. Mais de toute façon, l'histoire de mafia dans le catch, c'est aussi un jour on pourrait le traiter. De toute façon, on va en parler certainement dans l'histoire du catch, parce que dès qu'il y a du pognon à se faire, et puis quand c'est des milieux un petit peu fermés comme ça, la mafia elle est jamais trop loin. Elle est jamais trop loin. Bah oui, même aux États-Unis, tu as raison. Ah, on toque à ta porte. Tu veux pas l'ouvrir, moi je reste là. Désolé, c'est une énorme intro, mais il fallait poser le contexte. Non, mais vas-y, alors écoute, je te jure, c'est passionnant. Ouais. Vraiment. Donc surtout que ça beaucoup l'ont traité
mais de le faire aussi, on va dire, dans les détails, ça a été rarement fait, donc je me permets. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Puis ça te permet de parler de 4 japonais, t'aimes bien. Et j'aime bien ça. Donc du coup, j'aime bien Inoki. Donc du coup, Inoki, eh ben, il est considéré comme le fils spirituel de Rikidozan. Donc même s'il est japonais, Ouais. il a quand même on lui en veut d'être un peu coréen, entre Ouais. guillemets, Ouais. dans le monde du catch. C'est Là, ça? là, dans le monde du catch, les Ça gens va n'y faisaient pas attention au Japon, Ok. parce que comme il est considéré comme un dieu au Japon. Mais par contre, c'est une porte pour la Corée. Pour la Corée, c'est ça, parce que Rikidozan, c'est le premier catcheur japonais, donc du coup, le premier qui a lancé le catch japonais, donc forcément, ça a été une méga star au Japon, et c'est ce qui a tout lancé derrière. Inoki, pour moi, l'a dépassé en termes de popularité. Oui, ça machin, c'est bref. normal. Mais en Corée du Nord, quand ils ont vu qu'ils ont un Coréen du Nord qui était en train de tout casser et qui a créé un style au Japon, bah, ils s'en sont servis comme propagande. Oui, tout simplement, même s'ils savaient pas ce que c'était le catch, entre guillemets, la Corée du Nord, c'est juste, ça, ce mec-là, il marche au Japon et c'est un mec de chez nous. Et exactement, donc là, ils s'en pour, sont servis comme propagande. Pour Kim Jong-un, je sais plus le nom du père. Bah là, on va arriver, bah justement, je vais te le dire. Donc du coup, forcément, comme j'ai dit, post-mort de Rikidozan, il a servi de propagande. Quand il est mort, il a servi de propagande au régime nord-coréen. Donc du coup, ça a été facile à Inoki à faire la discussion pour tenter d'organiser un putain de show de catch. Et en plus, durant ces années-là, il y a Kim Jong-il qui venait de devenir le dirigeant suprême, le leader suprême de la Corée du Nord. Parce que son père, Kim Il-sung, venait de décéder. Il venait de décéder en 94. Donc du coup, là, on a le nouveau leader suprême de la Corée du Nord qui vient d'arriver, et qui se dit... Et en plus, il a commencé à ouvrir la Corée du Nord. Parce que quand c'était le grand-père, Kim Il-sung, tout était fermé. Quand c'est arrivé à Kim Jong-il, il avait commencé à autoriser pas mal de touristes américains à venir voir des shows de sport en Corée du Nord. Même aujourd'hui, tu peux aller faire le marathon de Corée, en Corée du Nord. Tu peux y aller aujourd'hui. Ouais. C'est pas facile d'y rentrer, mais c'est possible d'y rentrer, quoi. C'est ça. Et donc du coup, comme il essaye d'ouvrir un peu le truc, Inoki s'est dit c'est le moment de se lancer. Il y a un truc à faire, il y a quoi jouer. Il y a un coup à jouer. On sait très bien que Kim Jong-il, lui, son but c'était de montrer comme quoi c'était un vrai leader et que son pays était plus fort, machin. C'est la propagande de Ce que je te propose, c'est reste maintenant, appelle le Kim. Ouais. On va pas se faire attaquer par la Corée du Nord et au moins c'est plus facile quand tu parles. Non, mais le truc c'est que Kim, c'est leur nom de famille, ils s'appellent tous Kim. Et là, quand tu vas dire Kim, on sait de qui tu parles. Je pense que de toute façon, je n'en parlerai plus trop de ce mec-là. De qui De Kim. De Kim. Et donc du coup, Inoki se dit vas-y, il discute et machin, et donc du coup, il est ultra chaud et le gouvernement Corée du Nord accepte qu'il organise un énorme show. Ouais, les deux sont chauds. Là, les deux sont d'accord. Les deux sont chauds. Et là, dans sa tête, Inoki, c'est le sauveur du monde. Voilà. Ah oui. L'argent de life, Inoki. Hein, là, il se dit c'est bon, là. Ouais, c'est son go. Ouais, puis là, je repars même avec les bombes atomiques. Ouais, voilà. C'est bon, là, c'est moi qui les coupe. Voilà, armée du ruban rouge, tout ça. Ah ouais. Et donc du coup, pendant qu'il commence à organiser son événement, il fait putain, ce serait bien qu'on amène des Américains quand même. Ah oui, là pour le monde. Non mais là après, je me mets pas à la place, j'imagine. Ouais. Je me dis le mec là, il se dit là je suis au-dessus de Dieu là. Si je fais un show en Corée du Nord, accompagné d'Américains, pour que les Coréens du Nord s'ouvrent au monde et que c'est moi la star du show. Oui. Il se dit c'est bon, ma carrière politique, là je reviens, tout le monde vote pour moi. Et si Biru, je te mets une tarte dans la gueule. On va spoiler. Il sera pas élu. Parce que ça, tu l'as pas dit. Voilà. C'est qu'après, il voulait se présenter en tant que président du Japon. Peut-être pas président, mais continuer à garder son siège. C'est surtout ça. Il voulait continuer à être dans la politique. Oui, non, parce que t'as dit élu, d'accord. Il voulait continuer, puis peut-être que, bon, après, on sait pas, et peut-être qu'aussi, il avait un objectif un peu au-dessus du député. Peut-être, oui. Connaissant Inoki, ce serait pas déconnant. Ouais. Ce serait pas déconnant. Il faudrait que je me redocumente. On rentrera bien plus en détail quand on fera la vidéo sur lui. Mais j'aurais eu le temps de revérifier d'autres articles et des machins comme ça. C'est très intéressant cette histoire. Voilà, oui. Et là, déjà, on peut parler du show de catch, c'est ça qui est incroyable. Il y a un show de catch. Il y a un show de catch. On va pas Starcade 97. Et donc, du coup, Inoki, comme il est en partenariat avec la WCW. Oui, bah c'est ce que tu m'as expliqué voilà. la dernière fois. Ouais, voilà, c'est comme ça. par exemple, Ric Flair, il faisait la passerelle ou des choses comme ça. C'est ça. Il y a eu années. Starcade 95 où c'est un mélange New Japan WCW. Oui, et puis il y a eu aussi, mais ça date d'un moment, non, leur échange. En fait, la NWA, ils ont toujours envoyé des catcheurs. Exactement, il y a toujours eu des partenariats avec la New Japan. Et même avec la All Japan, en fait. Oui, bien sûr. Il y a et toujours puis eu des même, partenariats. il y a souvent des catcheurs, il y avait comment on dit, les Young Lions, Les Young Lions. Les Young Lions qui venaient de Japon des excursions, ouais. pour aller aux États-Unis, mais t'avais aussi le contraire. Alors on n'appelait pas ça vraiment des Young Lions, mais il y avait beaucoup de catcheurs
de l'époque américaine qui ensuite partaient au Japon. Oui, c'est ça. Roy, Oui, Eddie bien Guerrero, Chris Jericho, il y a toujours eu. On va en parler. Et même dans l'époque Nitro, il y en a un qui a été un énorme flop, qui était Kurosawa, qui est Manabu Nakanishi, qui a derrière été champion à la New Japan, erreur de casting. Mais Inoki, on va en parler parce qu'il sera dans le show. Scott Norton a été champion IWGP. Avant, il y a eu Vader. Oui, le mec qui a le plus poussé Vader, c'est Inoki. Il y avait aussi, il y a pas aussi les, je dis des noms comme ça, pas forcément des mecs rattachés à la WCW, mais on avait parlé de Mike Foley, par exemple, qui avait été catché là-haut. Oui. Avec, Ouais, mais c'est pas, non, mais c'est pas avec la New Jap. C'est encore différent. Non, mais c'est-à-dire que l'ouverture Ouais. des catcheurs américains au Japon, elle a toujours existé. Mais bien sûr, Et parce après, que forcément, c'est facile. moi, l'un de mes catcheurs américains préférés au Japon, c'est Stan Hansen. Stan Oui. Hansen qui a fait les plus belles heures de la All Japan. Ouais, ouais. Mais si on reste sur la New Japan, c'est vraiment le plus connu, c'est Great Muta. Oui, bien C'est sûr. Great Muta qui a vraiment eu une carrière à la WCW quand vous regardez. Justin Liger. J'allais le dire, tu Voilà, m'enlèves. voilà, Justin Liger. Justin Liger qui restera jusqu'à ad vitam aeternam, et même au-delà de sa vie, le premier catcheur à avoir fait le match d'ouverture de Nitro. De Nitro. Ouais. Avec Brian Pillman. Ouais. Voilà, non, mais c'est quand même, ça prouve quand même que pour le premier match, on a mis un catcheur de la New Japan. Finalement, on fera peut-être que 2 affaires parce que là, on rentre vraiment dans les détails et c'est Mais vraiment ça, intéressant. mais c'est très intéressant. Parce que aussi. Mais même on en fait qu'une, je m'en fous. Hein. Tu fais 3 heures là-dessus. Encore une fois, entre Bischoff et Inoki, ils se sont partagés des trucs et Bischoff s'est totalement inspiré d'Inoki sur le segment de l'AIWF. L'invasion des shoot wrestlers quand ils ont quitté leur fédération, qui sont venus à New Japan pour faire l'invasion à l'intérieur, c'est la NWO. Oui, ça je le savais. Voilà. C'est lui, là, il s'est vraiment inspiré d'eux pour créer la NWO. Exactement. Très mauvaise idée. Et donc, du coup, il contacte Eric Bischoff, Inoki, et il lui fait, Salut poto, j'ai un truc de ouf. On va organiser le plus grand show de catch du monde en Corée du Nord. Écoute frère, t'es pas prêt. Et là, Bischoff, il le dit lui-même dans le Dark Side of the Ring, il s'est dit, ouais, mais même Vince McMahon peut pas faire ça. Je saute les 2 pieds dedans. Il a même pas hésité une seule seconde. Enfin bon, en même temps, peut-être que Vince McMahon, pour le coup, l'aurait réfléchi. Mais justement, si Vince McMahon, il y va pas. Mais c'est vraiment ce qui lui a pensé dans sa tête, en fait. Comme la guerre commençait à être engagée entre la WCW et la WWF, et le show va être fait juste avant Nitro. Alors, un peu avant. Il a le show, ça on peut le dire tout de suite, le show en Corée a été enregistré en avril, sur 2 nuits. C'est ça. Et Nitro, c'est 5-6 mois après. Ouais. Donc tu peux être sûr, et puis vu les retombées financières, parce que les retombées publicitaires, enfin les retombées, pécuniaires. Pécuniaires, ça a bien marché, moi je parle des retombées médiatiques. Ouais. Mais les retombées pécuniaires, il y en a eu quand même pour la WCW. Ouais. Donc je pense que c'était aussi pour Eric Bischoff, je demande, c'est toi l'expert, mais de se dire, bon bah l'argent qu'on va toucher de ce show, ça va permettre pour Nitro. Oui, je pense aussi. Mais dans sa tête, c'est là où il s'est trompé. Il pensait aussi que médiatiquement, ça allait c'est au ça monde. Que je te dis. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai noté dans mes notes. C'est qu'il pensait qu'un événement international d'une telle ampleur pourrait renforcer la popularité mondiale de la WCW. Alors qu'en fait, le but de ce show-là, c'était de renforcer la popularité d'Inoki au Japon, et de remonter la popularité de la Corée du Nord dans le monde. Exact. La WCW, on sent pas. L'oignon, oui. Non, mais voilà. Oui, en fait, c'est le dernier roue du carrosse. Mais Inoki, il a réussi à convaincre complètement Bischoff, parce que lui, il s'est dit, il a vu les dollars, il a vu la popularité. Il s'est dit, putain, c'est génial. Et il dit, comment tu vas organiser ça? Il fait, en plus, j'ai un petit invité de marque. Tu vas vouloir participer à ça, Eric. En gros, j'imagine, t'inquiète, Eric, je t'ai pas encore tout dit, mais vu ce que j'ai prévu, voilà. Tu peux pas dire non. Et du coup, Bischoff, en fait, il a exulté quand il lui a dit l'annonce. Il lui a fait, j'ai Mohamed Ali pour le show. Ouais. Le vrai Mohamed Ali en tant que invité star de ce show-là. Quand même ouf, hein, les gars. Mohamed Ali, quand même. On est en 95. Ouais. C'est l'année où la WWE a ramené Mike Tyson. Non, il le ramène en 98. 98, Mike Tyson, autant pour moi. Parce que là, Mohamed Ali, alors, avec tout le respect pour Mike Tyson, mais Mohamed Ali, c'est encore la classe au-dessus. Oui, et je rappelle que c'était facile un tout petit peu pour Inoki de ramener Mohamed Ali parce qu'ils ont fait le premier match de MMA au monde. Ouais. Je rappelle que c'est Inoki contre Mohamed Ali. Ils se connaissaient, et puis Mohamed Ali, je pense qu'il était pas contre prendre un peu d'argent aussi. Oui, c'est ça, et il a toujours respecté Inoki parce qu'en plus il lui a bousillé ses jambes et qu'il a vu que le mec était tough et que c'était vraiment un fou dangereux et donc du coup en fait, lequel des deux était le fou dangereux? Inoki. Inoki, non mais parce que voilà, Inoki, voilà, et donc du coup Mohamed Ali avait un énorme respect pour Inoki. Ouais. T'imagines quand même ramener Mohamed Ali? Ouais. Aujourd'hui. Non mais aujourd'hui tu ramènes quel sportif aujourd'hui tu pourrais ramener dans un show de catch
qui aurait la portée de Mohamed Ali? Un joueur de Cristiano foot. Ronaldo? Ouais, j'allais dire Peut-être Cristiano Ronaldo, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Michael Jordan? Ouais. Ouais. Et encore, Michael Jordan, je trouve, il tombe un peu en 18. Bah, c'est pas qu'il tombe dans des études, c'est qu'aujourd'hui, il a la soixantaine, c'est plus la même chose. Ouais, mais il est pas médiatique. Parce qu'il est plus besoin. Parce qu'il n'y a plus besoin. Les Jordan se vendent tout seuls, et puis on va pas, mais ouais, je pense qu'il y a peut-être Cristiano Ronaldo, Mohamed Messi. Mohamed Messi. Parce que je pense à Mohamed Ali. Ouais. Lionel Messi. Ouais. Ouais. Et Je pense encore, Cristiano Ronaldo, il semble qu'il sera présent, bah, normal, en Arabie Saoudite. non, dans le prochain Fast and Furious. Ah ouais? Ouais, j'ai pas non, vu mais je sais pas trop. Je me dis, j'essaie de comprendre vraiment, enfin, de comparer la portée qu'avait Mohamed Ali à cette époque-là, parce que c'était un tout autre monde en 95. Pas de réseaux sociaux, pas de trucs comme ça. Putain, voir Mohamed Ali dans un show WCW et dans un show New Japan en Corée, oh, le truc de malade quand même. Ouais. Et du coup, Inoki lui dit, il y a un truc qui doit être fait, par contre. Il y a un truc où j'impose ça. Tu dois m'envoyer l'une de tes plus grandes stars pour que je l'affronte en main event et que je gagne. Donc Hulk Hogan. Donc, il fait, je vais aller négocier avec mes gars, oui. Alors juste, on n'a pas la vidéo de la négociation avec Hogan. Voilà. Salut Hogan, on va en Corée du Nord, tu vas combattre Inoki, tu vas perdre. J'ai une petite news un peu marrante. Donc, du Bischoff, d'abord, je l'avais dit dans la vidéo sur Xfr, il a été voir Hulk Hogan. C'est normal. Non mais là, c'est normal. Et Hulk Hogan l'a regardé, il lui a fait, tu te moques de moi, bro. Il a dit, bro. Il a refusé tout de suite de participer, parce que lui, en plus, en tant qu'image de héros américain, c'est Hogan, quoi. Vous voyez. Bon, ça, de toute façon, je pense plus Hogan perd. Écoute, frère. Voilà, je pense que c'est plus pour ça. Et, en fait, dans une interview qu'il a accordée au Sport Illustrated, Bischoff déclare, il dit, j'aurais aussi bien pu lui demander de ramer jusqu'à Pluton, ça n'allait jamais arriver. Oui, non, mais Hogan, de toute façon. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, mais de toute façon, je pense que déjà, salut Hogan, on va en Corée, faut que tu perdes contre Inoki. Bon, bah, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Non, mais là, c'est sûr. Voilà, et en plus, oui, forcément, donc, Hogan refuse, il dit, putain, il me faut un mec pour affronter Inoki. Il dit, je peux pas le blairer, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se casse le vieux, mais par contre, il est populaire et c'est un grand heel. Rick! Ouais. Rick! Comment, Rick? Et donc, du coup, Ric Flair, lui, il a accepté tout de suite. Parce que Ric Flair, oui, mais. Parce qu'il est là pour worker, et surtout qu'on lui dit qu'il va affronter Inoki, lui, il a peut-être même pas pensé encore à la Corée du Nord. Mais j'allais te poser la question. Putain, je cherche à bien tourner ma question que je vais te poser, mais. Est-ce que, par exemple, un Hulk Hogan était au courant de ce qu'était la Corée du Nord? Par exemple. Non, mais est-ce que les mecs s'attendaient vraiment à ce qu'ils allaient vivre? Je pense pas. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non, parce qu'il y en a beaucoup qui ont justement eu des interviews par rapport à ça quand ils sont arrivés sur place, ils s'attendaient pas du tout à ça. C'est ça. Est-ce qu'ils sont au courant déjà de ce qu'ils allaient vivre et de où ça allait? Je crois que la seule star non coréen et sans compter Inoki qui a été vraiment respecté là-haut, c'est Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali qui a pas eu le même traitement que les autres gars que je vais vous citer. Et mais parce que le truc, c'est que je pense que s'il arrivait un truc à Mohamed Ali, genre il se pète un ongle, la Corée du Nord, elle prenait une bombe atomique sur la tronche. Hein. Non, mais c'est-à-dire que tu vas pas traiter Mohamed Ali, star mondiale, mais vraiment mondiale, comme tu vas traiter des catcheurs qui, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'ont pas la même aura surtout en catch. Que le boxeur le plus légendaire du monde, quoi. Oui, bien évidemment, on est d'accord. Voilà. Donc là, le mec, je me suis cassé le doigt en décrochant mon téléphone. Bon, bah là, je pense que, par exemple, si c'est le président américain qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il fait sauter la cabrée. Il aurait même pas besoin de ça. Non, on va pas parler de ça. Donc, du coup, en fait, il va avoir plusieurs catcheurs qui, forcément, donc, Ric Flair accepte. Il va avoir les Steiner Brothers, parce que les Steiner Brothers, ils bossent pour la New Japan. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans les années 80, non, on les avait vus. 90 aussi, ouais, non, mais. 90, même jusqu'en 2000. Même jusqu'en 2000, ouais, voilà. Donc, du coup, il va avoir les Steiner Brothers, il prend les Road Warriors, qui est aussi une énorme carrière au Japon, forcément. Road Warrior, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hawk. Ah oui, Road Warrior Hawk. Hawk, parce que je crois qu'Animal était blessé à l'époque. Ouais. Donc, du coup, il prend Hawk. Oui, parce que tu as raison, parce qu'il me semble que, à Starrcade 95, il y a que Hawk qui lutte. Oui, justement, parce que c'est un catcheur japonais. Exactement. Pas Kurosawa. Voilà. C'est peut-être Kurosawa, ouais. Oui, c'est possible. Il perd contre Kurosawa et. Il perd contre Kurosawa à Halloween Havoc. C'est ce que je disais, oui, j'ai dit Starrcade. Ouais. Je voulais dire Halloween Havoc. Et en fait, ça a rien. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Hannibal Scott Norton qui était limite plus
sous contrat par la New Japan que la WCW Ouais, à ce ouais. moment-là, parce qu'il va être champion IWGP, comme je l'ai dit avant. Oui, et puis les mecs, ils connaissaient Inoki, donc tu sais pas qu'Inoki va les emmener dans un traquenard en Corée du Nord. Et exactement. Les deux autres catcheurs que je veux citer, c'est Too Cold Scorpio, Ouais. parce qu'un bon voltigeur et qu'en plus lui il faisait des passerelles un peu partout entre ECW, WCW, New Japan, machin. Et le dernier, qui va prendre la gimmick de Wild Pegasus, la Chris Benoit. Qui récupère sa gimmick qu'il avait au Japon. Bah, je crois qu'il l'avait encore à ce moment-là, Ouais. de toute façon. Donc c'est cohérent. C'est cohérent dans le truc. Et là, donc du coup, il devait avoir CNN qui devait couvrir tout l'événement. Donc qui devait suivre les catcheurs, les machins comme ça. Sauf que le consultant de la WCW qui s'appelle Sonny Ono, il y a un des mecs qui est en dessous de Bischoff, il contacte l'ambassade japonaise afin de les informer de leur plan, mais l'ambassade japonaise dit qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité des catcheurs. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais Donc, c'est sûr. Donc voilà. Donc du coup, pareil, ils ont eu le droit de ramener des caméras, mais c'était ultra Oui, bah, encadré, évidemment, et puis peut-être un peu caché, non? un peu caché. Et du coup, les catcheurs, ils ont dû se rendre en Corée du Nord depuis le Japon à bord d'un avion militaire. Oui, ça c'était sûr. Ouais, Obligatoire. parce que de toute façon, je pense qu'en fait, dans les communiqués de presse, alors je sais pas à l'époque, mais certainement le Japon tient à signaler qu'il se désolidarise totalement du voyage d'Inoki. Cela ne nous regarde pas. Non, mais voilà, Ouais. le Japon est au courant, mais s'il arrive un truc, vous venez pas nous pleurer chez nous, quoi. Bon, je pense que les Américains, le gouvernement américain n'a rien à taper. Royal, parce qu'en fait, je pense aussi que CNN, s'il serait vraiment venu, ça aurait été pour faire une propagande pro-américaine, en disant, vous avez vu, les catcheurs américains, ils vont libérer la Corée du Nord, ils vont ouvrir la Corée du Nord. Et au la monde, Corée enfin, du Nord, et la Corée du Nord, elle est tout cramée. bah, surtout que la Corée du Nord, il a accepté ça pour faire totalement l'inverse. Hein. Ouais, bah, exactement. Voilà, donc forcément, ça aurait pas passé. C'est très intéressant. On continue le contexte. Après, on parlera de chiffres et de la tendance de la salle. Et après, on viendra sur la carte et je finirai par les anecdotes. Donc en fait, on va traiter que ça aujourd'hui. Ah, peut-être. Est-ce qu'après, on donne les résultats de Raw? Là, je finis le contexte et si tu veux, on fait une petite pause. Comme ça, je te sers à boire. Parce que je suis Ouais, pas servi à boire ouais, parce que ouais, je suis un bœuf. Ouais, c'est pas grave, en même temps, aujourd'hui, j'ai moins de temps, donc c'est vrai qu'on n'a pas traîné pour commencer. Voilà. Mais j'aime bien cette émission. Donc, du coup, ils prennent l'avion, ils arrivent. Premier truc, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent sur place? La douane. Ouais. Non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font à la douane? Bah, il fout tout. Non, encore plus simple. Il le refou. Bah, alors, vas-y. On confisque les passeports. Putain, oui, bah, oui. Premier truc que tu fais dans les pays là, oui. Direct. Ouais, je suis désolé, je me suis plus vu avec Gérard Depardieu dans les Anges Gardiens. Voilà. Et en fait, ils ont divisé le groupe de la WCW direct en deux. Donc du coup, plus du côté justement Bischoff, Mohamed Ali, Ric Flair avec Inoki d'un côté et les catcheurs un peu plus lambda de l'autre, accompagnés de superviseurs et de contrôleurs qui vont suivre leur mouvement H24. Et j'y reviendrai dans les anecdotes parce qu'en fait, il y a des mecs qui s'en rendaient pas spécialement compte de Ils ça. étaient suivis. Qu'ils étaient suivis et ça a amené des problèmes pour deux catcheurs. Hein. Ouais. Et on y reviendra parce que c'est très... Ah oui, donc en fait, ça va, je pense qu'aujourd'hui, Ric Flair, Bischoff, ils gardent un bon souvenir de ce show-là. non, Ric Flair... Pour après. Il aura des anecdotes. Comme il a été accueilli. Bah, à l'entrée, ça va. Mais bon, rien que déjà, les mecs ont commencé à tous se chier dessus quand on leur a dit vos passeports, les gars. Moi, je pensais qu'ils allaient leur fouiller le cul avec une lampe torche. Ouais, avec une lampe Pour paraphraser Depardieu dans les Anges Gardiens. Et deuxième truc qui est arrivé, visite guidée de la Corée du Nord, full propagande. Ah bah là, obligé. Bah voilà. Alors là, tiens, achète ton t-shirt, Kim, achète... Voilà, et donc du coup, il y a eu ils ont fait le tour de tout Pyongyang, pas mal d'endroits de la Corée du Nord autour de la capitale, et ils ont dû obligatoirement déposer des fleurs au pied de la statue de Kim Il-sung. Alors après, ça me choque pas plus que ça finalement, parce que c'est le protocole que t'aurais suivi dans n'importe quel pays en fait. C'est ça, sauf que là, quand Sauf on que sait ça qu'on aurait été- on est dans une grosse dictature, forcément. Oui, non, mais finalement, je veux dire, à un moment, t'aurais été dans un autre pays, t'aurais fait autre chose. Bon, ça en soi, ça me choque pas, c'est plus le fait qu'ils aient confisqué les passeports. Mais en fait, ils auraient pu se parler dès le départ du protocole. Voilà, les gars, il y aura un protocole. Vous allez mettre une gerbe de fleurs autour du père. Enfin, Ouais. ça me choque pas. Ouais, non plus, ça me choque pas. Mais... Plus les passeports qui me choquent. Ouais, les passeports, c'est grave. On parle de l'affluence, après on fait notre petite pause. Même, de toute façon, il y aurait des téléphones portables aujourd'hui, ça aurait été confisqué. Il y aurait eu ordinateur, tout aurait été confisqué, là. Bah oui, c'est sûr. C'est certain. Donc du coup, surtout,
ça va être un show qui va être fait sur 2 jours. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, qui va être fait sur 2 jours. Là, je vais parler de la tendance de la deuxième journée. Forcément, c'est celle où il y a Inoki dedans. 28 et 29 avril, non? Ouais, C'est ça. il me semble que c'est ça. Et donc, du coup, le deuxième jour de l'événement, il détient le record de... c'est pas mai? Avril, moi j'ai lu avril. Avril, ok. C'est pas, attention, c'est pas important. Le deuxième jour d'événement détient le record de la plus grande affluence jamais enregistrée pour un show de catch avec une audience annoncée à 190 000 spectateurs. Parce qu'il me semble que le stade de la Liberté, non, c'est le stade de Pyongyang où ils sont. Ouais, de Pyongyang, ouais. Il me semble que c'est le plus grand stade du monde. Il me semble aussi, ouais. Il me semble que c'est le plus grand stade du monde. Donc, Je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est le plus grand stade du monde. et évidemment, le premier jour, faut quand même le dire, c'est la deuxième plus grande affluence de tous les temps parce que c'est 165 000 personnes. Donc en 2 jours, ils ont fait plus de 350 000 personnes. Ce qui est un truc de fou. Après... Ouais, c'est le stade du 1er mai. Ouais. À Pyongyang, qui a une capacité de 114 000 personnes. Ouais. Mais 114 000 personnes, football. Oui. Après, tu rajoutes, tu peux mettre tout autour du ring, tu peux mettre tout autour partout. C'est ça. Voilà. Bah déjà d'une, les 3/4 qui sont là, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Oui, bah comme... oui. C'est ça, le truc, c'est que déjà, le public, ils ont un truc organisé par leur leader suprême, ils doivent y aller. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Donc déjà, c'est déjà compliqué par rapport à ça, ce qui est logique que ça fasse ce truc. Et j'ai les chiffres. Le premier jour de l'événement a généré une recette au guichet de 7 500 000 $. Non seulement ils étaient obligés d'y aller, mais en plus ils étaient obligés de payer leur place. Évidemment. Et avec l'inflation aujourd'hui, là j'ai les chiffres de 2025, là on est en 2026, donc je pense que ça n'a pas trop changé, c'est équivaut à 15 millions pratiquement 16 millions de dollars. Donc ça a vraiment généré beaucoup de Plus grosse gagne de l'histoire là. Voilà. Et le deuxième jour a généré 8 500 000 $, soit 18 millions de dollars. Ah, donc ça fait 35 millions, allez, en arrondissant 35 millions pour les shows. Quoi. Voilà, en comptant l'inflation, tout ça. Et puis... Ce qui représente, comme tu as dit, les 2 plus grandes recettes au guichet. Parce que là, c'est pas la diffusion. Là, on parle des gens qui ont payé sur place. C'est extraordinaire. Enfin, maintenant, c'est ce que la WWE elle fait avec des salles de 4000 personnes. Vu que tu payes 5000 balles ta place pour être devant le pylône. Voilà. Attention, tu vas perdre ton pari, toi. Ah merde. Place en mobilité, place en visibilité réduite. Voilà. Donc, on fait une petite coupe. Je sers à boire à Thomas et on reprend. Vas-y. Moi, je voudrais que avant que tu fasses la carte, déjà, je te remercie parce que c'est très intéressant, j'aime beaucoup. On a parlé du roster que la NWO elle a envoyé. Que la WCW elle a envoyé. Lapsus révélateur. Ouais. Mais Inoki, il a aussi envoyé du lourd, là. Il a envoyé du lourd, hein. Bah, je vais vous citer pas mal de noms. Il a envoyé tous les mecs. Donc là, ouais, vraiment, le show de catch, ça aurait été une carte de rêve dans un show normal. Ah oui, il le faisait au States ou au Japon. Ça aurait pas été les mêmes retombées, hein. Ça aurait été cool. C'est limite meilleur que Starcade, hein. Oui, bah ça. Oui. Mais surtout Starcade 95. Il y a beaucoup de catcheurs japonais. Oui. Donc du coup, la carte. Je vais vous faire rapidement les matchs de nuit. Moi, je vais dire les noms rapidement et je vais vous dire des trucs qui... En donnant les anecdotes des matchs, des trucs parce qu'il y a 2 trucs à parler. Il y a 2 matchs à parler en vrai. Donc dans la nuit 1, on a Yuji Nagata qui va devenir l'une des futures grosses stars, qui va battre Tokimitsu Ishizawa. Ouais. On s'en bat les couilles. Le deuxième match, par contre, on s'en bat pas les couilles. Parce que je peux déjà donner l'anecdote, c'est que le public nord-coréen ne savait pas ce qu'il regardait. Donc du coup, en fait, il ne réagissait pratiquement à rien du tout. Parce qu'en fait, en termes d'ambiance, en fait, les Américains étaient ultra choqués parce qu'en fait, les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, en fait, quand ils faisaient leur catch, leur match, en fait, il n'y avait pas un bruit. 190 000 personnes, et t'as pas un bruit, en fait. Ouais, parce que les mecs ne savaient pas ce qu'ils regardaient. Ils savaient pas ce qu'ils regardaient. Plus, je pense, la peur aussi il y avait les mecs de l'armée, les machins comme ça. Donc, ils ont eu beaucoup de mal, les catcheurs américains, à se fier au truc. Il y a 2 matchs qui ont fait soulever la foule. Match féminin, ça? Et ben, c'est le match féminin. C'est ce que je vais te dire. Akira Okuto et Bull Nakano qui vont défendre Manami Toyota et Mariko Yoshida. Ça, les gens se sont levés. Parce qu'ils se sont dit, putain, des femmes qui font du combat, mais qui se regardent. Surtout que là, vous avez le gratin du Joshi de l'époque. Bull Nakano, Akira Okuto et Manami Toyota, c'est des vrais gros noms. C'est des trucs qu'il faudrait que je rentre. Bull Nakano, c'était
c'est pas n'importe quoi, je crois. Ah oui. Il va y avoir qu'un seul. Il me semble qu'il va pas y avoir beaucoup d'Américains qui vont gagner, mais il y en aura quand même. Bizarrement. Troisième match, Hiroshi Ase va battre White Pegasus. Donc White Pegasus c'est Chris Benoit, et Hiroshi Ase était l'un des plus grandes stars de la New Japan à ce moment-là. Ouais. Logique. Match par équipe, Lokami Gundam. J'adore cette équipe, j'adore ce nom de clan. Masahiro Shono, c'est Oui, celui qu'on parlait ça, tout à l'heure. C'est ça, c'est les Gundam, donc le clan des loups. Donc Masahiro Shono et Hiro Saito qui vont battre El Samurai et Tadao Yasuda. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est des sacrés noms que je dis. Et là, par contre, il n'y a pas d'Américain dans le match là. Il n'y a pas d'Américain. Cinquième match, Flying Scorpio. Donc Tuco Scorpio qui va battre Shinjiro Otani par arrêt de l'arbitre. T'as la carrière qu'il a eu aussi, Tuco Scorpio, en fait, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte, hein, Tuco Scorpio. Wow. Sixième match, Kensuke Sasaki, qui était une aussi des plus grandes stars, qui va battre Masa Saito. Et le main event de la nuit 1, donc pour le titre IWGP poids lourd, donc le champion Shinya Hashimoto, qui va battre Scott Norton. Ah non, qui va pas battre Scott Norton, ça va finir en time limit draw. Time limit draw, ouais. Voilà, donc qui était en plus un peu une dérivée. Finalement, sur cette première carte, il n'y a pas beaucoup de catcheurs WCW. À part, il y a Norton en main event. Il y a Norton, il y a Scorpio et il y a Pegasus. Il y a Pegasus, c'est ça. On va passer à la nuit 2. Hiro Saito va battre Yuji Nagata. En fait, c'est le vainqueur de la nuit 1, là, il perd. L'autre match qui a fait péter Hiro les Saito, gens. c'est aussi celui qui est en équipe avec Masahiro Shono. Exactement, voilà. C'est le Okami Gundam. Le deuxième match, c'est ce qui a fait, qui est juste en dessous d'Inoki en termes d'explosion, de ce que j'ai lu. Akira Okuto, championne de la CMLL féminine, qui va battre Bull Nakano. Ouais, donc c'est en fait, c'est les matchs féminins qui ont eu le plus gros succès, quoi. Sans compter Inoki. Oui, non, mais là, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Match de Junior, le Black Cat qui va battre El Samurai. Match d'Américain, White Pegasus qui va battre Flying Scorpio. Donc ce qui est marrant, c'est que les deux étaient dans le show la veille. Ouais. Et il me semble que même c'est pour ça qu'il est Flying Scorpio, parce qu'il me semble qu'il est masqué. D'accord, ok. Voilà, donc un match de mec masqué. Masahiro Shono et Scott Norton, donc là on associe un Américain avec le Yakuza. Là, le public, ça devait leur plaire là. Voilà, qui vont battre Akira Nogami et Takayuki Ilizuka. Je ne le connais pas. Ok. Sixième match. Hawk. Peu importe dans quel pays il est, et même s'il est au fin fond de la Corée du Nord, bah il joue pas le mec. Ça pas les steaks. C'est un Road Warrior, il perd pas. Pas les steaks. Donc du coup, Road Warrior Hawk qui va battre Tadao Yasuda. Pareil, là aussi, les Steiner Brothers, trop de muscles. De toute façon, les Steiner Brothers... On peut pas leur dire de perdre. Hein. Ouais. Donc du coup, les Steiner Brothers, Scott Steiner et Rick Steiner, qui vont battre Hiroshi Ase et Kensuke Sasaki. Ce match-là me vend du rêve. Hein. C'est ça qui est ouf. Hein. Ça doit être un truc de fou. Et dans le main event... T'imagines s'il y avait vraiment eu de la folie dans le public? Ouais. Le show de fou qu'on aurait eu. Ouais, de show de fou, ouais, mais on est en Corée du Nord, quoi. Simplement, par 190 000 Coréens, ça aurait envoyé du pâté. Voilà. Et évidemment, le main event entre qui bat Ric Flair. De toute façon, ça c'était écrit dans les contrats. Il fallait que la star WCW perde face à la star de la New Japan. C'est ça. Ça, c'était écrit. Donc du coup, on va passer sur les anecdotes pour terminer le truc là. On va commencer par Ric Flair. Ric Flair, il croyait qu'il allait mourir plusieurs fois durant le voyage. Il a dit que c'était l'une de ses expériences les plus terrifiantes de sa vie. Bah, durant tout le voyage. Pas dans l'avion. C'est ça. Il explique dans son autobiographie qu'il avait l'impression qu'il était constamment surveillé. Bah, c'était pas une impression. C'était pas une impression. Et il craignait qu'un accident diplomatique puisse l'empêcher de partir. Et pour continuer sur l'anecdote sur Ric Flair, c'est là où ça a été le plus dur pour lui, c'est qu'au moment où il a perdu contre Antonio Inoki, le régime nord-coréen a dit on va faire une conférence de presse. Ils prennent Ric Flair à part et ils lui disent tu dois dire que la Corée du Nord est le plus grand pays du monde. Là, ouais, c'est ça. La Corée du Nord est supérieure aux États-Unis. Le plus grand pays du monde est supérieur aux États-Unis. Et Ric Flair, dans la conférence de presse, a réussi à détourner le truc sans le dire. Et derrière, il a pu récupérer son passeport quand même, parce qu'il a dit quand même une belle phrase sur le peuple. En fait, parce qu'il a, au lieu de dire clairement que la Corée du Nord est supérieure aux États-Unis, il a dit merci de l'accueil de ce magnifique peuple qu'est la Corée du Nord. Ouais. Voilà. Donc en fait, il a déifié le peuple. Ça, c'est bien passé. C'est bien passé, donc du coup, il a pu repartir. Ils n'ont pas fusillé, du coup. Ils n'ont pas fusillé. Excusez-moi, je bois une gorgée. C'est impressionnant de te dire quand même que... Parce que ça, par contre, je pense que Ric Flair était pas au courant. Avant. Bah non, on lui dit à la fin du match. On lui dit au moment où les mecs ils passent le vestiaire, on lui fait...
Viens là. Mais est-ce que s'il avait vraiment dit, parce que ça se trouve, aujourd'hui c'est ce que Ric Flair il nous dit, mais est-ce qu'on a des preuves de ce qu'il a vraiment dit? Parce que je pense qu'en fait là, non mais là Je sais pas. je jette Je un sais pas. pavé. Je Je me sais permets pas. de jeter un pavé. Mais aujourd'hui, on est d'accord que cette conférence de presse là, elle n'a pas été. Je crois même pas qu'on peut la retrouver parce Voilà, que, parce que donc- ce fameux show, je sais que des gens l'ont, le possèdent. Moi, j'ai vu quelques Mais images. je pense pas que la conférence de presse. Moi, tu j'ai vas vu voir. quelques images grâce à Dark Side of the Ring et grâce à d'autres chaînes Non mais parce que sur de chaînes YouTube, volées. tu trouves des trucs. Hein. Tu retrouves des trucs, mais le show en entier, il est pas dans les archives. Donc moi maintenant, je me pose la question. Je ne critique rien. Je pose une question. Quand la plus grande dictature du monde te dit, tu dis qu'on est le plus grand peuple du monde et qu'on est supérieur aux États-Unis, Je pense que tu le dis, moi. je pense que tu le dis. Ouais. Après, on sait l'histoire des catcheurs, on connaît. On sait leur- que c'est enjolivé, on sait que c'est évidemment. enjolivé. Ce que Ric Flair a dit sur le peuple, il l'a peut-être vraiment dit. Mais moi, je pense que quand même, à un moment, si tu veux pas te Il a prendre- offert ses chaussures à Kim Il-sung. Oui, Ben oui, voilà, voilà. Disons les termes. Non, mais je comprends. Non, mais on aurait tous fait pareil. Bah, évidemment. Moi, j'ai. On n'y aurait pas mis les pieds, déjà. Non, moi, j'y serais pas allé. Mais moi, j'ai toujours une anecdote parce que c'est quand même des pays comme ça qui sont très, très, très spéciaux. Et avec. Moi, je sais que je l'ai déjà dit que ma compagne, elle est originaire d'un pays de l'Est. Pour la Russie, pour pas le citer, on parle pas de politique, on parle de Russie. Quand elle a été plus jeune, elle est venue en France, elle a été adoptée, bref, on va pas rentrer là-dedans. Quand elle est retournée en Russie avec un voyage scolaire, c'était Rocky 4. Tout le bus, comme c'était des Français qui venaient en Russie pour visiter le pays, mais elle était dedans. Donc tout le voyage, ils étaient suivis par une voiture du KGB. Parce qu'ils pensaient que Lorraine, oui, était une espionne. Mais c'est véridique, c'est pas une connerie. J'ai le nom de ta... Bon, Lorraine, de toute façon, il n'y a rien de mal. Ouais, ouais. Imagine dans un pays comme la Corée du Nord comment c'est. Ah bah oui, c'est 100 fois pire. Imagine. À côté, je pense que la Russie, c'est des petits joueurs par rapport à ce que la Corée du Nord, ça s'est passé. J'ose même pas imaginer les mecs. Donc, à mon avis, quand ils t'ont dit, maintenant, tu dis qu'on est le plus grand pays du monde, d'accord. Donne tes chaussures. Ouais, D'accord. oui, Non, mais à un moment, Non, mais t'as raison, Thomas, de casser le mythe. Moi, là, j'étais Je- plus dans le mythe des interviews, tu vois. non, mais c'est bien de le dire. Mais Ouais. moi, je me permets. Peut-être après, ça se trouve, Ric Flair, il a vraiment. Mais j'ai du mal à me dire. On t'a dit de dire ça. T'es en Corée du Nord. Tu dis ça. Tu dis non, mais ouais, pays du. Ouais. Surtout que je pense que Inoki, les mecs ont discuté entre eux. Je pense que Inoki, il a dit, les gars, vous dites ce qu'on dit de vous dire. Voilà. Et puis tu sais, tu prends tes passeports, Voilà. tu prends ton manteau, tu t'en vas. Voilà, et Voilà. t'auras ton chèque. De toute façon, ce truc-là sera jamais. De toute façon, c'est Ric Flair qui s'adressait au peuple là. Ouais. C'est même pas c'est-à-dire tu prends ton micro, tu balances ce qu'on te dit de dire et puis tu te tires. Ouais, bah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Bien. Après, mais attention, je ne critique pas que Ric Flair l'ait fait ou pas. C'est normal, à un moment, t'as le flingue sur la tempe. Voilà. Ou pire qu'un flingue. Oui, non Voilà, mais. ce qui va arriver derrière. Voilà. Donc, autre anecdote, pour continuer dans le medley des anecdotes, je vais reparler un coup de Mohamed Ali. Lui, comme j'ai dit, il avait pas de traitement des autres. Oui, mais c'est Mohamed Ali. Et pourtant, il était ultra affaibli, parce que je rappelle qu'il avait déjà Parkinson. Ouais, ben ça faisait déjà quelques années qu'il était malade. Hein. Voilà. Mais, il y a une anecdote de Tuchel Scorpio qui dit dans Dark Side of the Ring, où, pour faire plaisir aux catcheurs, quand ils se sont tous promenés, par la visite guidée, il a fait 2-3 fois du shadowboxing, et en fait, les mecs disaient c'était extraordinaire à voir. Et je pense qu'aussi, les gars, c'était des gosses avec Mohamed Ali. Tu m'étonnes. Je Ouais, pense bah, que c'est sûr les et gars, certain. c'était des gosses. Voilà. Les gars, ils regardaient Mohamed Ali, ils étaient avec des yeux comme ça. Avec des billes comme ça. Scott Steiner, oh. Ouais, Non, mais à un moment, ouais, voilà. Après, c'est exactement ça. mais juste, il a servi à quoi, Mohamed Ali, dans le show? On le voit pendant le show, c'est ça? On le voit dans le Il vient show, dans le ring, il a il été fait coucou, utilisé comme il- symbole diplomatique et politique. C'est que parce que c'était l'image des États-Unis Ah oui, présente bien dans sûr, le show. bien sûr, Voilà. c'est l'image des États-Unis. C'est le plus grand boxeur, enfin, moi, je connais pas la boxe, mais, moi, Mohamed Ali, on m'a toujours dit que c'était le plus grand, quoi. Ouais, bah oui, mais moi aussi, hein, tout le monde le connaît, quoi. Donc, et en plus, il est même dans les mangas, dans les mangas de combat, de boxe et tout ça, il est cité ou parodié, ou on refait un personnage lié à lui, ce qui est normal. Ouais, et puis j'ai envie de dire, même pour un régime comme la Corée du Nord, qui était très fermé, très autocentré, le mec s'appelle Mohamed Ali, c'est même pas un prénom d'Américain en fait. Mm. Donc ça se trouve, ces matchs de boxe, t'as pu les voir en Corée. Alors en rediffusion, Ouais. sans en direct, avec aucune pub de rien du tout, parce que c'est ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde quand il y avait la Corée du Nord en 2010. Faut savoir que les Coréens ont pas tout vu les matchs en même temps.
Ok. Et quand, par exemple, il y avait la pub, quand il y avait une pub pour Hyundai, c'était flouté. Ouais. C'était repassé après, c'était flouté. Mais il y a des trucs que t'as pu voir quand même. Les Coréens, ils ont pu voir la Coupe du Monde. Tu vois, donc je me dis, les matchs de boxe de l'époque-là, c'était tellement légendaire que c'est possible qu'ils les aient vus. Mohamed Ali, tout le monde le De connaissait. toute façon, ils voyaient certaines choses, donc forcément, ils ont vu Inoki contre Mohamed Ali. Ah, bien sûr. Voilà, donc Puis c'est Encore fucking Mohamed Ali, quoi. voilà. Et pour eux, c'était fucking Antonio Inoki. Ouais, non, mais je parle pour les catcheurs autour. Ah oui, les catcheurs, oui, bien Tu vas sûr. te balader. Bon, alors c'est dommage, tu te balades en Corée du Nord, ouais, mais il y a putain, il y a Mohamed Ali avec moi, quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est le plus grand pays du monde, la Corée, vas-y. Allez, viens, maintenant, Mohamed Ali signe. Voilà, non, mais voilà, les mecs, c'est des gosses. Donc du coup, oui. Donc du côté américain, c'était Mohamed Ali qui était mis en prête non diplomatique, et de l'autre côté, Inoki était déifié au-delà du catcheur aussi. Ce qui est logique. Non, mais bien sûr, totalement. Déjà, parce qu'Inoki, c'était par rapport à son rapport avec Ricky Dozan. Ah, avec Ricky Dawson. Ouais. Et puis, je pense que les catcheurs n'ont pas tous compris, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dû leur traduire, mais moi, je pense que Mohamed Ali, la Corée du Nord a dû se répondre. Vous avez vu, il y a Mohamed Ali qui vient apporter, prouver que la Corée du Nord est plus grande que les États-Unis parce qu'il vient chez nous pour apporter la paix ou un truc. Enfin, pour, Bah oui, tu la vois, propagande. hein, de toute façon. diplomatiquement, parce que je pense qu'il y a ce que les mecs, ils se souviennent et qu'ils ont compris, puis tout ce que les mecs, ils ont pas compris, hein. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est ça. Je vais donner les anecdotes un peu couillons maintenant. Vas-y. Celle de Scott Norton. Il a cru qu'il allait passer, il le dit lui-même hein, dans l'interview, Je suis mort. mort. Parce qu'en fait, et c'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, les hôtels étaient full surveillés, full sous écoute. En fait, c'est ça, ils ont dormi dans des hôtels ultra, et il devait y avoir des caméras partout, des micros Oui, partout. bien sûr. Mais Voilà. ça, c'est pas, C'est sûr. c'est encore aujourd'hui. Et en fait, il va à l'hôtel, les mecs se séparent enfin dans leurs deux groupes, ils sont chacun dans des hôtels différents. Il va dans son hôtel, vers sa chambre, et en fait, il y a sa femme qui arrête pas de l'harceler depuis le début, quoi. Oui, parce qu'elle croit que, qu'il va, alors, ouais, elle aussi, tu m'excuseras, mais, Elle est gratinée. elle est gratinée parce qu'elle pense que Scott Norton va la tromper en Corée, non? C'est C'est pas un ça. truc comme ça. C'est ça. Elle pense que le gars, en fait, il lui répond pas de la journée parce qu'il est sûrement en nightclub Ouais. chez les Asiatiques. Elle connaît pas la Corée, Voilà, là. elle connaît pas la Corée. Et donc du coup, en fait, elle l'harcèle et en fait, il a le droit de décrocher le téléphone, d'appeler sa femme, en fait, parce qu'il y a un téléphone dans l'hôtel, donc du coup, il appelle. Il fait non mais n'importe quoi, je suis pas dans un nightclub, je suis dans ce putain de trou à rats ici. Au moment où il dit ça, le téléphone se coupe Oui. et on toque à la porte. Et il a dû faire une genre de garde à vue en disant qu'est-ce que vous avez dit sur le pays, vous êtes là pourquoi, Mais c'est quoi, elle a tapé Pattaya à la place de Pyongyang, l'autre? Non, mais à un moment, juste, à un moment. Oh, salut chérie, là, je suis en Irak, je suis dans un nightclub. Non, mais ouais, je suis en Corée, on s'éclate, là. Y a Mohamed Ali fait la bombe dans la piscine. Non, mais. Donc du coup, il s'est littéralement chié dessus, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais, Les mecs, parce qu'à mon avis, ils sont. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Alors, et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ric Flair. Ouais, voilà, ouais, bah oui, bien sûr. Autre anecdote, c'est la rivalité entre Scorpio et Hawk. Alors, encore une fois, Bischoff, super intelligent, qui décide de prendre deux mecs qui peuvent pas s'empiffrer. Ah, quand tu dis rivalité, c'est réel. C'est réel, deux mecs qui peuvent pas s'encadrer, parce que Hawk, c'était avec la drogue et tout, c'était un sacré connard, et Scorpio, il est réputé pour être assez tough quand même. C'est un mec qui se laisse pas démonter et tout. Et en fait, du coup, il s'était déjà pris la tête au States, ils arrivent et l'autre il commence encore à l'embrouiller, machin, et en fait ils ont failli déjà se battre dans le bus. En Corée. En Corée. Donc ça s'est très mal passé, Scott Norton il le dit lui-même, c'est la deuxième fois je crois que j'allais mourir. Ils sont cons quand même, les Ils mecs. sont cons, et Hawk, en fait, il a pas arrêté d'avoir des comportements jugés irrespectueux par les autorités locales. En fait, il a été grossier, il devait être encore sous dope, hein, de toute Mec, tu façon. te rends compte que t'es pas en Thaïlande, gros? Non, mais t'es en Corée, mec. Et du coup, ouais, il y a eu des énormes tensions entre les gens qui devaient gérer les catcheurs en coulisses et les accompagnateurs nord-coréens à cause de Hawk. Donc le mec a foutu grave la merde en fait. Il est con, lui. Non, mais à un moment, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout Mais à à l'heure. son âme, mais oui. Non, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que la plupart des mecs américains, et je vais pas critiquer l'intelligence de ces mecs-là, mais tu dois tellement être auto-centré sur les États-Unis quand ces mecs-là, ces catcheurs-là qui n'ont jamais, je cherche pas à être, je veux pas être méchant, mais qui n'avaient peut-être pas une culture géographique et une culture tout simplement politique exceptionnelle. Et on leur dit on va en Corée du Nord, mais pour eux en fait c'est comme si, en fait, ouais on va dans un pays d'Asie, oh je sais plus là, comment Kobe, non mec, t'étais en Corée du Nord.
Et je pense que les mecs, en fait, il y a des mecs aujourd'hui qui doivent même pas se rendre compte où ils étaient. Bah oui, Encore bien sûr. 30 ans après, C'est fort parce que possible. t'as pas la même culture, l'Amérique qui est déjà très auto-centrée sur elle-même. Les catcheurs là et Hawk, en fait, pour lui, je pense qu'il a appelé le room service, il a commandé un McDo, le mec. Avec des petites pilules. Non, mais on rigole, mais je sais même pas Ça me choquerait même pas, en fait. Ça me choquerait même Mais je pas. pense que la Corée du Nord, pardon, elle s'est assise sur un truc parce qu'elle aurait pu montrer en fait la puissance des peuples américains en montrant comment les catcheurs ils sont demeurés. En fait. Mec, t'es en Corée du Nord, tu te bats dans un bus. Ta femme, elle pense que t'es au nightclub. Non mais à un moment, gros. Ah ouais, je suis dans un truc de striptease. Ah ouais, c'est clair, la meuf, elle m'a montré ses mains et ses pieds. Et encore. Donc c'est quand même fou, ouais. Donc il y a eu pas mal de trucs comme ça. La bouffe, non, aussi, y a pas d'histoire avec la bouffe. J'ai lu 2-3 trucs où ouais, c'était compliqué pour eux parce qu'ils étaient tellement pas habitués à manger cette nourriture-là, des trucs comme ça. Mais la plupart, ils disent quand même qu'au moment où ils sont arrivés durant les shows, déjà ils se sentaient un peu mieux parce que du coup ils étaient dans un environnement qu'ils connaissaient, de préparer un show de catch pour catcher. Mais le public, comme j'ai dit, ça les a perturbés que les gens ne bougeaient pas dans le public. Oui, mais les gens, ils avaient pas le droit de bouger. Si tu cries un peu trop fort. Et comme t'es dans des pays qui luttent, on fait un petit peu plus de politique que d'habitude, mais c'est intéressant. Comme t'es dans des pays quand même où il faut surtout pas ressembler à l'impérialisme américain. Si dans les salles, Tonton Kim, il a vu que ça chantait et que ça gueulait, fallait absolument pas faire la même chose. Parce que sinon, ça veut dire que tu te transformes en public américain. En public américain. Et il fallait Et surtout c'est pas. le principe du soft power américain où dès que tu imposes un produit américain quelque part, tu le copies. Oui. Et tu le ouais, pas tu le copies, mais tu le reproduis. Exactement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement. Mais c'est intéressant, hein, ce truc-là, de se dire que, mais moi, je te dis, c'est qu'en fait, cette histoire-là, il manque des bouts. Il manque tous ces bouts, parce qu'il manque tous ces catcheurs. Oui, parce que là, j'ai plus ou moins fait le tour, hein. Non, mais il manque tous ces catcheurs qui avaient aucune idée d'où ils étaient. Ces mecs qu'on leur a dit, vous allez aller en Corée du Nord, et le gars qui a sorti son map monde, qui a regardé ce que c'était la Corée du Nord, mais qui était même pas au courant de ce qu'était la Corée du Nord. Mais je suis sûr. Oui. Ah bah, il y a de grandes chances, oui. Mais je suis sûr, je vais paraphraser Sturi, mais je suis sûr que la blague de Sturi, c'est un pays l'autruche. Ouais. Pour certains catcheurs américains de cette époque-là, c'est réel. Oui, c'est réel. Tu vois, et qu'en fait, les mecs, pour eux, ils étaient dans un pays asiatique comme ils ont été déjà des dizaines de fois dans un pays asiatique. Pour eux, c'était une province du Japon, quoi. Mais c'est presque, mais je serais même pas surpris. Ouais, non, mais vraiment, non, mais. On va pas faire de c'est pas pour faire la critique bas de plafond, parce que je vous entends et j'en vois certains dans les commentaires. Là, c'est juste, on essaie de remettre le contexte que on est en fin des années 90. Le monde est un peu plus ouvert et tout ça, mais il y a la plupart qui sont, comme tu dis, auto-centrés sur leur pays. Hawk, a passé sa carrière à s'en foutre plein de naseaux. Est-ce que tu crois que le mec, il s'intéressait à la politique extérieure et la Corée du Nord? Je suis désolé, c'est pas une critique de dire ça. Non, le mec, il en avait rien à brère. Ouais, il en avait rien à On lui dit, foutre, c'est comme ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Tu vas dans le show, tu catches 2 secondes, tu ne vends pas, tu gagnes et tu te casses. Et tu picoles. Et tu picoles, mais en fait, c'est pas, je critique pas. Désolé, je vais faire le crûment. Le mec, il a atterri après un avion militaire en Corée du Nord, on lui a confisqué son passeport, il fait, bon, elles sont où les putes? Mais c'est ça! Mais en fait, et ça veut dire, ça se trouve même, on sait pas cette histoire, mais ça se trouve, Inoki, il a dit, les gars, quand on va arriver en Corée, vous me donnez tous vos passeports, moi je vous les rends en repartant. Mais on sait même pas la réalité des choses. Parce que Ric Flair a parlé, mais le Bischoff a parlé, Ric Flair a parlé, mais je rappelle que, surtout Bischoff, le mec ne peut pas s'empêcher de scénariser ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc du coup, dans sa manière de communiquer dans le Dark Side of the Ring, quand il parle de ce show-là, on a l'impression vraiment qu'il est encore à côté de la plaque. Je rappelle, avant la mort de Hogan, ils nous ont refait une vignette et une WO en 2025, 24. Ouais. Donc, ces mecs-là, comme tu dis, c'est des catcheurs. C'est des boys. Donc du coup, quand ils racontent leurs affaires, il faut toujours avoir un pied de recul. Parce que tu sais jamais exactement comment ça s'est déroulé. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Mais après, et comme je dis là, quand on parle de Hawk, je dis pas que les mecs sont des demeurés, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'on n'est pas sur les mecs, c'était tous des voyous à l'époque. Pour la femme de Scott Norton. Pour la femme de Scott Norton, tu penses que le mec, elle est en Oui, mais bon, si elle connaît pas la Corée du Nord, mais c'est vrai que la meuf de Scott Norton. Donc quand tu connais l'histoire et quand tu imagines la Corée, t'as du mal à imaginer. Surtout que Scott Norton, du mal à imaginer Scott Norton comme ça avec toutes les nanas autour. C'est surtout que Scott Norton, lui, il est assez réfléchi et posé. Lui, je trouve que c'était celui qui est le plus pertinent justement dans ce Dark Side of the Ring. Et quand il en a parlé dans plusieurs interviews, le mec, lui, était réaliste.
Non, mais Il a bien eu- sûr, Tu vois, bien sûr. lui, pour le coup, il est pas bête, tu vois, vraiment pas. Non, mais bien sûr, je comprends que les mecs, il y en a qui ont dû avoir peur, mais moi je suis sûr que pour des mecs, c'était un show lambda, dans un pays lambda, où en fait on sait pas ce qui se passe. On a dû leur dire, faites gaffe les gars, il y a un peu de, il y a un peu de militaire parce qu'il y a eu la guerre civile il y a 3 jours. Ouais, ok, c'est bon, allez sur les putes, Hawk. Mais voilà, c'est tout, mais encore une fois, je suis pas, ce que je veux dire, c'est que je veux pas me prendre dans les commentaires. Ce que Thomas essaie d'expliquer, c'est qu'il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, et donc du coup, on spécule. Voilà. Et ce que j'essaie de dire, c'est que je suis pas en train de faire une critique sur les catcheurs, sur l'intelligence des Américains. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que ces mecs à l'époque, quand tu repenses au mot du taker, on était tous des voyous. Oui. On était tous des bandits. On pensait qu'à nous. Ils étaient dans leur monde. Ils étaient J'ai dans du leur mal bulle. à imaginer Hawk le matin allumer CNN. Mais je dis ça avec un respect. C'est juste que les mecs, c'est pas, ils s'en battent les couilles. Oui, comme tu dis, ils étaient dans leur bulle. Ils sont dans leur monde, dans leur bulle. On te dit, tu vas catcher là. Ouais, ça, combien je suis payé? Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un mec comme Hawk, bah, il a certainement agi comme il a agi dans tous les shows. Dans tous les shows, dans tous les pays. Voilà. Et dans tous les pays. Parce que c'est reconnu aussi qu'il a fait beaucoup de merde au Japon. Oui, C'est voilà. reconnu qu'il y a eu pas mal de problèmes. Et que c'est pour ça aussi, j'avais lu, vous me confirmerez ceux qui sont vraiment connaisseurs, mais il me semble que c'est ce que j'avais lu à l'époque, c'est que il y a eu une deuxième mouture des Road Warriors au Japon. Bon, en fait, Kensuke Sasaki a rejoint les Road Warriors. On a mis le mec le plus stiff japonais à accompagner ces mecs-là. Pour dire, oh les gars, Doucement. doucement, je vous serre la vis, tu vois. C'était un truc qui était mythique parce que justement, Kensuke Sasaki, il a le physique d'un Road Warrior mais japonais, tu vois. Et du coup, c'était un bon mix-up de les poser là, donc en termes de storyline et en termes d'impact, mais aussi parce qu'on avait le mec le plus tough qui pouvait gérer les mecs les plus tough. Exactement. Et Voilà. puis, c'est pareil. Aujourd'hui, hein, il y a une ouverture sur le monde. Mm. Certainement, quand il y a eu les premiers shows avec l'Arabie Saoudite de la WWE, on a dû leur dire aux mecs, bon alors voilà comment ça va se passer. Bah, souviens-toi comme ils étaient malaisants les tout premiers shows. Les tout premiers shows, puis même ils avaient eu des problèmes de passeport. Mais je parle aussi, on leur a expliqué. Alors, la culture, elle est comme ça. On fait pas ci, on fait pas ça. Ryback, tu vas pas demander des travers de porc en room service. Hein, voilà. Non mais voilà, ok les gars, non mais voilà, on est dans un pays et je pense qu'aujourd'hui les mecs c'est plus des brigands dans c'est pas moi qui le dis, c'est le taker, c'est plus des bandits. Les mecs aujourd'hui ont certainement une connaissance du monde bien supérieure à ce qu'avaient ces mecs il y À a l'époque. 30 ans et que les gars aujourd'hui t'aurais plus d'accidents diplomatiques comme t'as pu l'avoir là. Mais parce que les mecs moi je suis sûr, on les a claqués dans un avion, on a dit vas-y tu me les envoies en Corée du Nord et s'il y en a qui reviennent, bah, advienne qui pourra, on verra bien. Ouais, de toute façon, Bischoff, il a dit, on va niquer WWF, on va faire le plus grand show de catch de tous les temps. Ah oui, mais parce que, mais c'est encore une fois, je le redis, parce que s'il vous plaît, dans les commentaires, je le redis, je ne suis pas en train de dire que tous les Américains sont des demeurés. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Sauf la femme de Scott Norton. mais par contre, moi, je comprends que Hawk et machin se disent, bon, je m'en bats les couilles, viens ici, Scorpio, je vais te péter ta gueule. Voilà, parce qu'en fait, les gars, ils se rendent pas compte où ils étaient. Ouais, c'est ça, ils étaient déconnectés, ouais. Voilà. Et en tout cas, c'était très intéressant comme enquête. C'est cool. Et là, je pense qu'on l'a fait le plus complet possible. Et j'aimerais bien, tu vois, que si un jour ça reparle encore, mais voilà, Scott Norton, au moins, c'était moins gimmické qu'un Vince ou qu'un Ric Flair. Parce que je pense que il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et j'aurais bien voulu avoir le tenant et les aboutissants de tout ça. Comme on a dit aux mecs, les gars, on va aller en Corée du Nord, mais est-ce que les gars étaient vraiment au courant d'où ils allaient, en fait? C'est ça. Parce que je pense que s'ils avaient vraiment été au courant et ce qu'on leur avait dit la vérité sur le pays, je pense que déjà Hawk, Norton et tout ça, ils y allaient pas. Hein. Tu vois, je pense que les mecs, va te faire, c'est bon, ouais. Hawk, il y a pas de coke, ouais, je dis même pas, je me déplace. Hein. Ouais, c'est fort possible. Voilà. Bon, alors, mais ça y est, on a 1 heure d'émission. Est-ce que on se lance dans une deuxième petite enquête que tu avais traitée? Oui, bah, là, ce sera la partie 2 de l'émission, les amis. Oui. On va faire une petite pause, le temps que je relise mes notes. Ouais. Et on va parler du vol de l'enfer de WWE. Voilà. Et puis, comme ça, c'est parfait. Et après, on se quittera là et parfait. Parfait. Alors, mais ça y est, on a fait notre petite pause, tout c'est cool, on a bien dit tout ce qu'on avait à dire sur cette première affaire du show en Corée. Ah, on a fait 1 heure sur le show en Corée. Et je pense qu'on a été très pertinent et je compte sur vous encore une fois pour donner de la force. Maintenant, on va se faire un petit truc un petit peu plus marrant. Alors, c'est un truc qui a déjà été... Bon, il y a des trucs un peu sales, mais oui, il y a des trucs qui ont déjà été... Ouais, marrant, c'est pas marrant, parce que je pense que quand t'étais l'hôtesse, c'était pas marrant. Mais, encore une fois, il y a Ric Flair dedans. Comme quoi... Il y a encore une fois Ric Flair dedans. Comme quoi, on regarde le fil rouge. Mais alors en fait, ce que tu vas raconter, c'est un vol d'avion. C'est le retour de la Corée, c'est ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Là, on est
début mai 2002. 5 mai 2002 pour être précis. C'est la fin de la tournée européenne de WWE de l'époque. En plus, ils ont totalement gagné. On rappelle que 2002, c'est l'année post où on a niqué la WCW. On a fait l'invasion, on a fait tout ça. Il y aura Tonton Triple H qui va finir par niquer les dernières stars en 2003. Voilà, on commence à pousser Brock Lesnar. Et justement, ils ont été faire la tournée en Europe. Et ils doivent partir d'Angleterre, où il y a eu le show Insurrection. Ouais. Il me semble que c'est Oui, Insurrection, c'est Insurrection ou Rébellion, on a des Tu deux. veux que je vérifie? On s'en Non, fout. on s'en fout. On s'en fout, c'est pas important. Et il y a tous les catcheurs, ils ont fait une super tournée. On a gagné, on a battu la WCW. Toutes les stars sont présentes durant cette tournée. La tournée a été D'ailleurs, je me demande si c'est pas dans cette tournée-là où on a un show, un Brock Triple H, par exemple. Parce qu'on l'avait dit que ça n'existait pas à la télé, mais que c'est ça ce show-là où il y a existait The Rock contre Triple H contre Brock. Voilà, où c'est la seule fois où Triple H fait niquer par Brock. Oui. Mais c'est en house show, c'est pas en... Bah, c'est un pay-per-view house show, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un pay-per-view glorifié. Un house show glorifié. Un house show glorifié, mais qui a été diffusé en pay-per-view. Mais oui, ce match-là, il est, on va dire, c'est un peu comme les débuts de l'Arabie Saoudite, c'est pas trop canon, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire ça Et comme ça. est-ce que, et je vais te poser la question tout de suite, parce qu'on en a parlé, c'est pourtant que c'est frais dans ma tête. On a parlé tout à l'heure des catcheurs qui dans le vestiaire étaient tous des bandits, tous des mauvais gars, en fait, des bad guys. Est-ce que c'est pas ce vol-là, justement, qui a entraîné une sorte de changement dans les vestiaires, en fait? Ça, je pense, ça a mis un bon coup de pied. Ouais. Mais ça a encore mis du temps. Parce que là, du coup, on a encore tous les mecs de l'Ératitude. Beaucoup de mecs de l'Ératitude, beaucoup de mecs anciens des années 80. Kurt Hennig, on va en parler. Parce que là, par exemple, ce qui s'est passé dans ce vol-là que tu vas expliquer, ça se Ça passerait ne aujourd'hui. plus jamais. Plus jamais. Heureusement. Et c'est aussi pour ça que les gars, on vous payez vos voyages. Ah ouais? Bah non, ça a toujours été le cas où les mecs devaient payer leur voyage. Là, pour une fois, Vince, comme il était très content d'avoir niqué la WCW, très content de cette tournée Euro, ils ont fait énormément de pognon, il a dit, je vous paye le voyage. Je pense que derrière, il l'a plus jamais payé, hein. Ouais. Parce que, voilà, c'est comme justement pour remercier les gars de cette tournée et tout, il dit, je prends un énorme jet privé, énorme jet avec tous les catcheurs dedans. Alors, l'avion était divisé en deux. Il y avait à l'avant, il y avait le crew de Vince, qui était complètement à part de ça, et derrière, il y avait tous les animaux. Catcheurs. Tous les animaux. Tous les animaux. Les animaux. D'ailleurs, c'est vrai que même pour les hôtels, je crois que les mecs, c'est eux qui payent leur place d'hôtel. Et tout. Et je pense qu'après, la WWE rembourse, mais que ça, ou leur donne, ils ont un forfait, une note de frais ou un truc comme ça. Mais c'est pour que si le mec, il s'accache tout dans l'hôtel, ce soit pas la WWE qui paye. Moi, je pense que c'est des trucs comme ça. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour éviter que si le mec, c'est Randy Orton. Ouais, pour éviter que si le mec, il chie dans les draps, que ce soit la WWE qui paye. Non, il chiait dans le sac de Stacy. Oui, mais c'était une... Ah ouais. Non, c'était une... Ah si, Randy Orton a chié dans le sac de Stacy Gibbler. Avec ça à foutre. Hein. Et comme dirait Cody Rhodes aussi, il entend du bruit, ils sont censés partir pisser, il entend du bruit, il ouvre la porte des chiottes et il voit que Randy Orton est en train de saccager l'urinoir. Quoi. Il était vraiment con, lui, à cette époque. De toute façon, ça c'est sur sa gueule. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur les Américains. Par exemple, Randy Orton, à l'époque là, je suis pas sûr que la Corée du Nord, il sache ce qui se passe, tu vois. C'est pas une critique, c'est une constatation. Bon, bref, continue. Vince est tout content, il leur paye le machin. Voilà, et c'est bien Insurrection, le show. Donc je confirme, c'est bien le show Insurrection. Et en fait, ils montent tous dans l'avion et tout, ils sont tous contents, ils sont tous euphoriques et tout ça, surtout qu'en plus c'est Papa Vince qui paye, on va avoir les chariots d'alcool, les machins, parce que c'est des catcheurs, c'est des énormes fêtards, et dans un jet privé comme ça, il y a les énormes rolls quand vous pour ceux qui ont déjà pris l'avion, où vous avez les deux hôtesses qui passent et qui vous proposent d'acheter à bouffer, machin. Sauf que là, c'est Vince qui paye tout, donc du coup en fait, ils passent et ils sont là pour les nourrir et leur... Puis après, je pense qu'il y a même le chariot d'alcool qui est posé dans un coin et les mecs vont se servir. Parce qu'on est sur quoi? Sur, allez, peut-être 5, 6, 7, 8 heures de vol. Ouais, le problème, c'est que en fait, de base, ils étaient pas censés servir et qu'en fait, ils auraient été servir. Voilà. Parce que, gros problème d'intempéries. Et en fait, ils se retrouvent bloqués sur le tarmac pendant je sais plus combien d'heures. C'est ça. Pendant 3-4 heures, en fait, même voire plus. Ouais. Et parce que, en fait, dans le Connecticut, pas moyen d'atterrir. Donc, du coup, au lieu de faire décoller l'avion et qu'il traîne en stationnaire, ils attendent de le faire avant de le faire décoller. Ils attendent avant de le faire décoller. Sauf que les mecs, c'est des catcheurs, on les laisse pas attendre comme ça, ils ont déjà commencé à se miner la gueule. Ils en ont marre. Voilà. Ils ont envie de rentrer à la maison. Ils ont envie de rentrer à la maison. Donc du coup, ils picolent. Il y a la femme de Scott Thornton qui pense que... Et en fait, ça va très très vite dégénérer. Il va y avoir full l'anecdote. Donc là, on va faire, en fait, on va name dropper les anecdotes et on va les commenter, si vous voulez. On va faire ça comme ça. Parce que, et bien évidemment, on donnera toutes les retombées, ou les non-retombées, on y reviendra.
et ce que ça a amené. Donc, on va faire un postulat. Donc, comme on vous a dit, alcool omniprésent, drogue évoquée, rivalité interne entre certaines personnes, culture du bizutage et comportement extrême. Et parce que t'es en 2002, ça veut dire que t'as des mecs qui viennent quand même d'arriver de la WCW. Voilà, c'est un peu le bordel, quoi. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par peut-être le truc le moins abusé. Kurt Hennig qui bisute l'un de ses protégés de l'époque, qui est Brock Lesnar. T'aimes bien Kurt Hennig, hein, mais pareil, lui, je pense, avec tout ce qui s'est mis dans paix à son âme et tout ce qui s'est... non Oui, sur sa fin, il est mort très peu de temps après avec tout ce qui s'est mis dans le naso. Bah, je me demande s'il est pas mort en 2002 ou en 2003. Il est mort, je crois, 7 mois après. Ouais, c'est Mr. Perfect. Mr. Perfect, ouais. Donc, du coup, là, on est le 5 mai 2002. Thomas vérifie le truc. Et ils décident... Le 10 février 2003. Bah voilà, donc, voilà. Et ils décident de pourrir Brock Lesnar. Voilà. Quelle bonne idée. Voilà, parce qu'il se dit en plus, moi aussi j'ai fait de la lutte amateur, je t'aime bien, petit gars, tu vas aller loin. Après il avait le nez creux, sans compter la coke, il avait le nez creux. Tu donneras 10 euros à FHCA. FHCA, voilà. Parce qu'il a repéré pas mal de monde, hein, quand même. Oui. Voilà, c'est lui, il a aidé à pusher Bret Hart. C'est quand même quelqu'un dans le monde du catch. Dommage que ces démons l'ont tué. Ouais, mais prends pas la tête à Brock Lesnar dans un lieu clos. Voilà. Donc du coup, en fait, Brock Lesnar est tranquille. C'était peut-être l'un des rares, il était un peu calme, tu vois. Juste, il prenait un peu son alcool, mais il restait un peu. Je le vois pas forcément fêtard dans un avion à foutre. Si, parce qu'il y a une anecdote un peu sale avec lui dans cet même avion. Ok. Quand même. Et parce qu'il était pété. Probablement. Ouais. Et en fait, il est en train de dormir sur son siège. Et qu'est-ce qu'il se dit? Je vais faire Mr. Perfect. J'aime bien les blagues. Du coup, il se met au-dessus de la tête de Brock Lesnar. Il sort la bombe de mousse à raser. Il lui dessine un petit schtroumpf au-dessus, là. Pah! Et il met un gros coup sur le crâne, ça gicle de partout, ça réveille la bête avec de la mousse à raser, sauf que, tu réveilles une bête avec de la mousse à raser, qu'est-ce qu'il fait? Il charge. Il pète un câble. Donc en fait, les deux ont commencé à se battre. Et en fait, les autres rigolaient, ils ont dit, ouais, c'est les animaux, quoi, ouais! Voilà. Les mecs commencent à se tabasser, et en fait, ils ont commencé à réagir après la panique aussi des hôtesses et même les autres catcheurs ont dit on va peut-être intervenir quand même parce qu'en fait Brock Lesnar était en train d'attraper Kurt Hennig, il était en train de le bourrer dans la porte de l'avion en plein vol là. Voilà, donc du coup ils ont eu peur que ça dépressurise l'avion et tout. Après il faut vraiment de l'abus pour que ça passe. Bon, enfin bon, quand même Brock Lesnar, le poids qu'il fait. Normalement, non, c'est pas un pour. Mais bon, comme tout le monde s'est un peu chié dessus, on est venu les séparer, tout ça. Autre cas, il y a le cas Shane Waltman. Intéressant aussi. X-Pac, ouais. X-Pac en voulait grave au booker de SmackDown de l'époque, qui était Michael Hayes. Et Michael Hayes, il était pas avec le crew de Vince. Non. Con, lui. Voilà, il était avec les Boys, en fait. Et donc, du coup, Michael Hayes, parce que c'est un boy, c'est un des Fabulous Freebirds. Oui. Et aussi, c'est lui qui est Doc Hendrix, c'est lui qui donne le micro à Steve Austin pour la promo. Je vous resitue qui c'est. C'est qui fait la promo de Steve Austin 316, l'intervieweur qui est à côté. Il a accompagné les Hardy Boys dans les débuts et tout. Donc, c'est quand même très respecté et très connu, Michael Hayes. Et qui arborait toujours sa magnifique chevelure blonde, même si là, il était plus de quarantenaire, voire cinquantenaire, là, je crois, déjà à ce moment-là. Et des longs cheveux blonds et tout ça. Et en fait, X-Pac pouvait pas le dicave. Parce que il pensait vraiment qu'il était pas poussé à SmackDown à cause de ce mec-là. X-Pac, tu fais quand même partie de la clique. Je pense que si t'es pas poussé, tu pouvais taper tonton HHH peut-être. C'était peut-être aussi parce que t'as fait One Night with the China à ce moment-là, peut-être aussi. Non. C'est à ce moment-là? Je pense, oui. Non, je sais plus. China, elle part en 2001. Oui, mais il l'a fait après. Bah oui, mais là, on est en 2002. Ouais. Donc, du coup, il était du connerie Gaza, hein. Ouais, peut-être, c'est pas impossible. Et donc, du coup, il est pas poussé. Et en fait, ça le gave. Donc, du coup, il va utiliser une technique très 2004. 2004, donc c'est après. My bad, mais bon, bref. Et il va utiliser une technique très connue dans les catcheurs et dans les milieux de touch, de drogués et de tout ce qui s'ensuit. Le principe de Edge Bomb. C'est le nom du finish de Dragunov, mais ça n'a rien à voir. Tu sais ce que c'est du Edge Bomb? C'est, vous prenez de l'alcool et vous mettez des pilules de codéine dedans. Il me semble que c'est ça, c'est de la codéine ou d'autres médicaments painkillers dedans. Et en fait, ça vous Edge Bomb. Parce qu'en fait, tu passes out en fait.
Mais là, c'est une tentative de meurtre. Ça. Non, mais les mecs consomment ça de manière consciente, déjà. Déjà, les mecs le font eux-mêmes parce que ça te fait un effet où tu vas pouvoir dormir, tu te hedge-bombes la gueule et voilà, comme ça tu peux te reposer, tu vois. Et t'as pas mal. Voilà, dans les painkillers. Et ben il dit, moi je vais me venger de Michael Hayes. Donc du coup, en fait, pendant qu'il a le dos tourné, il va lui hedge-bomber son verre. Oh, c'est vraiment être con. Ouais, il faut vraiment être con. Donc du coup, Michael Hayes, il reprend son verre, tranquille. Tombe dans les pommes, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire X-Pac? Il va l'attraper par sa magnifique chevelure blonde et il va lui couper les cheveux. T'imagines quand même aujourd'hui? Oh putain, c'est chaud. Non, mais aujourd'hui, mais il se passe ça, mais c'est le... Mais ils sont tous... Ça pète un câble, là. Ils sont tous virés. Déjà, aujourd'hui, c'est procès pour X-Pac. Ah ouais, bah oui. Donc du coup, et en plus, il a pas vanné avec. Donc du coup, encore une fois, les animaux autour. Imaginez une arène et à chaque fois, on a l'impression que les sièges de l'avion vont s'éloigner, ils vont faire un cercle et il y a une connerie qui se passe au milieu et t'as tous les mecs. C'est voilà. drôle. Donc du coup, en fait, X-Pac lui a coupé la queue de cheval et il l'a arboré comme ça en levant les bras avec et tout quoi. Ouais. Autre anecdote. Celle-là, elle est triste. Celle-là, elle me fait mal au cœur de ouf, mais mal au cœur mélancolique, tu vois. Ah bon, Goldust. Dustin Rhodes, qui a été marié à Terry Runnels, et qui est Marlena. Ouais. Voilà, Terry Runnels. C'était son ancienne manager, non, un truc comme ça. Oui, bien sûr. À l'époque, ils étaient plus ensemble. Et elle était, je sais plus avec qui elle fricotait. Bref, et en fait, lui, il était encore amoureux d'elle, et il acceptait pas la tragédie et tout. Les pauvres catcheuses Valley qui étaient dans le côté des animaux. Ah mais là je m'en parce que on va parler des hôtesses plus tard. Il y a des choses qu'on sait pas. Voilà. Et donc du coup, c'est là en plus où tout le monde commençait à être un peu reposé. Tout le monde commençait à être un peu crevé, machin, un peu moins de bruit dans l'avion. Et l'autre, complètement ivre-mort, il commence à choper le micro des hôtesses, et il commence à faire du karaoké en chantant son amour à Terry Runnels, quoi. Donc elle l'a déjà dit, parce que justement, il y a l'anecdote avec Brock Lesnar qui s'est pas passé dans l'avion, mais quand Brock Lesnar, il a commencé à être une star, il s'amusait à aller devant Terry Runnels, il ouvrir sa serviette. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, il a montré sa kick, c'est pas durant l'avion, mais je voulais citer par rapport à ça, parce que du coup, c'est la même personne. Et en fait, Terry Runnels, dès le début, quand elle est rentrée dans le business, on lui a dit, ne vends pas. Ne vends jamais. Dès qu'on te fait un truc comme ça, tu ne vends pas. Et en fait, les mecs abandonnent. Et donc, du coup, elle a toujours eu cette truc-là, elle a toujours dit, j'ai réussi à rester fort, j'ai jamais été trop embêté, on m'a jamais trop cassé les couilles sur mon physique, ou parce que je suis une belle fille, machin, parce que, en fait, les mecs, quand on venait me casser les couilles, je ne vendais pas. Et donc, du coup, elle arrivait à rester forte là-dessus. Bravo à elle. Et donc, du coup, elle voit son ex-mec en train de réveiller tout le monde dans l'avion en chantant comme une casserole. Je t'aime, bébé. Pourquoi tu m'as quitté? Voilà. C'est pitoyable. Et en fait, ça a fini en... C'est ça qui est ouf, c'est que Jim Ross était présent aussi dans le zoo. Et que, du coup, lui, il a dû mettre toutes les sanctions à la fin. De toute façon, c'est... Et parce que lui, c'était le DRH. Oui, ouais, c'est ça, de relations de talent. Voilà. DRT. Donc, X-Pac viré. On va y venir. Et du coup, c'est lui qui a dû arrêter le massacre en se levant, en mettant la main sur l'épaule de Goldust. Rassis-toi. Rassis-toi. Voilà. Ensuite. Tu m'étonnes que le pauvre Jim Ross aujourd'hui est dans l'état dans lequel il est, le pauvre. Voilà. Avec ce qu'il a vécu. On va commencer à descendre tout doucement dans les anecdotes un peu qui deviennent de pire en pire. Ah oui. Ah, c'était pas encore le... Scott Hall. Ouais. Scott Hall, c'est grave, hein. Mais Scott Hall, il était à jeun. Il était à jeun comme jamais. À jeun comme jamais. Donc du coup, comme il était au bout de ses problèmes, oui. Au bout de l'alcool, au bout de tout ce que vous voulez, il a eu... Déjà, il se comportait ultra mal avec tous ses collègues. Oui, bah... Voilà, il est traité comme de la merde et machin, donc du coup, tout le monde avait la haine contre lui, déjà. Lui, il se pensait qu'il était encore une star, alors que plus du tout. Ouais, c'est ça, donc du coup, il était insupportable et tout, et en fait, au bout d'un moment, il est sur son siège, à moitié en train de comater d'alcool et tout ça, une hôtesse vient, on commence déjà sur les hôtesses, qui vient pour lui servir son verre ou machin, et en fait, en sentant qu'il y a une présence sur lui, il s'est réveillé, il a chopé l'hôtesse, elle pouvait pas lâcher, attends, c'est un Golgot qui t'attrape par le bras, elle pouvait pas partir, il lui a léché la joue, il s'est rendormi. C'est une des hôtesses qui dit ça. Ouais. Et on arrive sur le fin du vol, ce qui a fait que lui, on a signé le papier et tchatchouette, on y reviendra après dans les conséquences, c'est que dans l'avion, il y avait Justin Credible. Ouais. Qui est un des membres non canons de la clique, sauf pour Scott Hall.
Ouais, Justin Credible, ouais, qui était Aldo Montoya. qui lui dit que lui, il était parti de la clique alors que personne ne l'a dit. Ouais, voilà, parce que c'était son meilleur ami, en fait. Et D'accord. donc, du coup, lui, le pauvre, il a dû gérer Scotto à la fin du voyage. Ça a été catastrophique parce qu'en fait, il se levait plus. Il se levait plus. Ils avaient atterri et tout, et en fait, l'autre, il était ivre mort, il voulait plus sortir de l'avion. Limite, il pensait même qu'il était mort. Ah, ils l'ont pas mis sur un fauteuil roulant avec une paire de lunettes de soleil. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, il a dû pousser le fauteuil roulant en disant non, il est pas bien, il est malade. Donc du coup, là, il a dû faire la nounou pour son pote et bon, c'était plus possible. Jim Ross, en fait, il est passé, déjà qu'il avait dû gérer tout le bordel, il a dû ignorer ça. Il est arrivé, il a vu Justin Credible avec l'autre dans la chaise roulante et l'autre avec les lunettes de soleil en train de baver là. Il a dû se dire oh putain, ça avance. Aldo Montoya, il a vu le regard de Jim Ross, il avait tout de suite compris. Qui allait se faire virer. Pas lui, Non, mais que oui, Scott Hall, c'est finito. Bon, après, il a été viré pas longtemps après. De toute façon, puis même, de toute façon, Scotto, à cette époque-là, on le sait que c'est le full démon, hein. En termes de, voilà. Full démon. Qui est-ce que j'ai oublié? Il me semble qu'on n'a plus qu'un des sujets à traiter, et c'est Ric Flair. Il y en a pas encore d'autres, des trucs? Bah, il y en a, je les ai plus en tête, là, je les ai pas notés, c'est les plus importants. Et c'est quand que, c'est pas dans l'avion où Kurt Angle et Vince ils se sont tapés dessus pour C'est pas cet avion. C'est pas cet avion. Ça, c'est dans d'autres vols Ok. différents. Non, là, c'est vraiment, il y a dû y avoir d'autres conneries, parce que les mecs se picolaient comme des trous. Oui, je sais pas comment on appelle ça, un charter d'alcool. Ouais, oui. Le charter d'alcool. Le chariot. Le chariot d'alcool. Avant le décollage, ils en ont fait revenir dans l'avion, je crois, 3. Ouais. De base, t'en as qu'un qui est prévu, ils ont dû en charger 2 ou 3 avant le décollage, et 1 heure après le décollage, il y avait déjà plus rien. Oh, les cochons. Les animaux. Ouais, des animaux. C'est des animaux. Je suis désolé, les mecs, hein, mais là, les catcheurs là de l'époque, c'est pas très C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que les mecs d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui qui sont dans le roster sont nettement plus clean. Et peut-être c'est même pas nettement plus clean. sont clean et sont peut-être même plus intéressants à discuter, à échanger avec eux que les mecs de l'époque là. Bah oui, parce que les mecs de l'époque là, en fait, entre les painkillers, l'alcool, leurs démons personnels, en fait, tout prenait. Tant que les mecs étaient pas dans le ring dans leur personnage, en fait, c'était des gens un peu je pense à misérables. l'anecdote de Stone Cold, où en vestiaire il était misérable, il était machin. Scott Hall, tu veux dire. Ouais, Scott Hall, pardon. Il était voûté et tout ce que tu veux, et dès qu'il y a la musique qui rentrait dans le ring, c'était flamboyant, c'était autre chose. Un autre qu'on parlera dans une autre affaire, ça peut le même délire, c'est Jimmy Snuka. Je tease, t'as vu? Ouais, bien. Tu vois. Eux aussi ils ont teasé les mecs. Ah ouais, bah là, ils ont teasé fort, là. Du coup, on va parler des derniers protagonistes. Ric Flair. On le sait. On en a parlé déjà dans les anciennes vidéos sur Ric Flair. C'est un énorme fêtard. Ouais, puis les femmes, lui, c'est un problème. Et voilà, c'est ça, il a Le respect de la condition féminine, pour lui, c'est un problème. C'est un gros problème, et en fait, il a beaucoup de dérives et tout ça. Lui a démenti comme quoi il aurait jamais été trop loin, et cette fameuse hôtesse dit qu'il a été trop loin. Donc, Ric Flair, quoi. Voilà, on va prendre le point de vue de l'hôtesse. Si ça vous va, comme ça, il a jamais été condamné. Donc, peut-être le bénéfice du doute, tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est pas qu'il a jamais été condamné, c'est combien la WWE a versé de pognon aux hôtesses pour qu'elles ferment leur gueule. Fort possible aussi, on y reviendra dans les conséquences et dans ce qui est attiré de ce vol-là. Donc, Ric Flair, au bout d'un certain montant de grammes dans le sang, hein, eh ben, il fait du Ric Flair, il sort sa robe de chambre, il se fout à Walp en dessous, et il se promène la kick à l'air. Sting! Et ben là, voilà. Ouais, bah c'est ça, hein. Bah c'est ça, donc du coup, il fait la même chose dans l'avion, machin, et en fait, il commence à aller un peu taquiner un peu les hôtesses, et en fait, il y a une hôtesse qui s'est retrouvée toute seule en face de lui, où il l'aurait poussé à ce qu'elle lui tienne le sexe. Elle est tentée de refuser, et il aurait forcé très fort qu'elle lui attrape le sexe. Mais attrapé à la main, en fait. Oui, j'ai bien compris. Voilà, c'est ce qui a été dit. Même elle, ce qu'il dit, il l'a pas agressé seulement et tout. Et il me semble qu'il y a un autre catcheur qui est venu à ce moment-là, qui l'a un peu libéré. Heureusement. En disant via la RIC. Oui, parce que ça aurait pu très mal finir. Ah bah là, oui, mais ça aurait pu très mal finir. Voilà, donc du coup, ouais, toutes les hôtesses. Donc la plupart, elles ont été attouchées par des catcheurs. Bien sûr, parce que là, ils ont chaque fois le nombre de mains au cul qu'elles ont dû. Désolé, mais le nombre de mains au cul qu'elles ont dû se prendre. Ça devait être insupportable. Imagine déjà que les mecs, comme ils traitaient leurs collègues catcheuses à l'époque. Ouais, imagine les hôtesses qu'ils en avaient rien à foutre. Ouais, c'est ça. Un nombre d'insultes aussi incroyable, parce que les mecs dès qu'ils sont bourrés, oh sale pute, ramène-moi ça, machin, ça devait être insupportable, je pense, hein, ça devait être pas gérable. Et en plus, au moment où ils ont tous quitté l'avion, elles sont restées
incapables, la plupart, incapables de faire leur travail. Parce que au moment où ils ont quitté l'avion, déjà le traumatisme d'être enfin libéré, d'être plus être enfermé avec les animaux à je sais plus combien de mètres du sol, et où je pense que les heures, les minutes, tu les comptes. Ouais. Voilà. Et qu'après, il faut nettoyer toute la merde. L'avion était dans un état. Un état, mais ça a été dit, un état calamiteux. Les sièges à moitié arrachés, des bouteilles partout, de la merde partout, de la pisse partout. Une catastrophe. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que parce qu'il va devoir prendre des sanctions après la discussion avec Vince, Jim Ross, grand respect à Jim Ross en tant que commentateur, et en tant que relationneur de talent, parce qu'il a signé des bons mecs et tout ça, mais t'étais là, dans ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Au bout d'un moment, je sais Mais pas. même si tu mets le haut là, les mecs ils t'écouteront pas. Tu t'en bats les couilles. Ouais, Ça bat les couilles. Ouais, mais la limite, tu menaces, tu leur balances les papiers à la gueule en disant les mecs, vous atterrissez, vous êtes virés. Je sais Mais de pas. toute façon, tu veux faire quoi? Ouais. Les gars, ils sont tous bourrés, défoncés. Au pire, tu vas leur dire ça, tu vas prendre une tarte dans la gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Ric Flair, il se non, défend t'as peut-être face à raison. Scotto, les Brock Lesnar. T'as peut-être raison, ouais. Pour Jim Ross, quoi. Donc, du coup, le mec, en fait, a vu la déchéance du truc sur place. Michael Hayes, il s'est fait baiser comme un boys, alors que le mec, normalement, est censé être un mec d'autorité, et en fait, compte, il picolait comme les autres. Donc, Oui, du coup, c'est pour ça que Shane Waltman, il a pu le baiser. Ça a été vraiment un désastre. Donc, du coup, Jim Ross, il était voir McMahon. McMahon, il a entendu tous les échos du truc. Post truc, parce que lui, dans son côté d'avion, il a rien vu. Oui, parce que t'étais... Il a rien vu. Il a rien vu. Donc, peut-être il entendait un peu de bruit, quoi, mais... Parce que lui, il faisait la même devant, on sait pas, hein, c'est Vince, hein, donc voilà, ils ont dû la WWE a dû verser un pognon pour la compagnie Aérienne, ouais. la compagnie aérienne, plus dédommager les hôtesses. Oui, bien sûr. Voilà, plus qu'on sait pas, comme tu dis. Bien sûr. Ce qu'il a dû mettre sous la table, il doit y en avoir pas mal aussi. De toute façon, elles ont toutes signé, normalement, quoi qu'il arrive, elles ont toutes signé un rapport de confidentialité. Ouais, elles ont pas le droit de l'ouvrir. À part l'autre, elle a dit, mais voilà, elle a dit ce qui était sorti dans les médias. Ouais, mais elle l'a dit des années après. Oui, parce qu'il y a le rapport, parce qu'il y a le truc de confidentialité. Sur le moment, personne ne savait ça. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, là, on arrive sur les conséquences sur les catcheurs. Forcément, il va y avoir des punis, hein. Kurt Hennig viré. Parce qu'en fait, il faisait trop de bizutage, il fonctionnait trop comme les années 80. Et qu'en fait, je pense que peut-être que Brock Lesnar a été voir Vince en disant ok, c'est lui ou moi. Ils mettent bien, c'est lui ou moi, un truc comme ça. Donc, du coup, Chawet, Scott Hall, évidemment. Chawet. Puis ça les arrangeait bien. Ouais, parce que Kurt Hennig, il est plus mort que vivant, malheureusement. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais moi, je l'ai déjà dit, hein, quand je le vois revenir au Rumble 2001. Ça se voit. Il me fait mal au cœur. Ça se voit. C'est plus Kurt Hennig. Il est toujours aussi bon dans le ring, ce qui est hallucinant. Ouais, mais par contre, dans son visage, tu vois Elvis. tout. Ouais. C'est Elvis. Ouais, mais dans son visage, tu vois tout. Tu vois tout. Donc, du coup, Chawet, Goldust puni, paye une amende, parce que justement, c'est au moment où tout le monde a commencé à se calmer et s'endormir et que ça allait plus sauver les hôtesses, il a commencé à foutre la merde en chantant. Et je me demande même, je sais pas s'il y avait le roster féminin avec eux, mais il y a pas toutes les histoires, mais il y a des catcheuses. Je sais que Terry Runnell était dedans, mais je sais pas quelle autre catcheuse était dedans. Je me dis, rien que tu prends je dis un exemple tout bête, hein, mais rien qu'il y a Lita et Matardi dans le truc. Je sais pas s'ils étaient là à l'époque, mais qu'est-ce que tu veux que Matardi protège Lita face à tous ces mecs-là? C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, ouais, bien sûr. T'imagines l'angoisse de ce vol, c'est un truc de fou. Ouais, voilà, donc, comme j'ai dit, Goldust, amende. Shane Waltman, amende et dédommagement, auprès de Michael Hayes. Oui. Et voilà, et, t'étais pas content que t'étais pas pushé, tu vas toujours pas être pushé, hein. Oui. De toute façon, il doit quitter, il doit être viré, il doit partir peu de temps plus tard, non? Il part après la NWO. Parce que One Night in China, je suis sûr qu'il est pas dedans. Il est plus à la WWE. Mais non, je pense qu'il est encore dans la fête parce qu'il va servir de mec qui sert à rien dans la NWO. Oui, comme après. Mais comme malheureusement beaucoup de son après-carrière, hein, sur sa fin de carrière, à Shane Waltman. Hein. Ouais, il plus grand chose. Hein. Quand il est en 2000, 2001, 2002, c'est plus le même, c'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil. Et le dernier, Ric Flair, qui a été pas du tout puni. Oui, parce que rien du tout. C'est Ric Flair. C'est Ric Flair. C'est que comme quoi, même si on dit que c'est le visage de WCW, on l'a assez répété dans les vidéos précédentes, Vince McMahon, il a toujours respecté Ric Flair. Un peu trop, même sur le coup là. Un peu trop, et plusieurs fois trop. On y reviendra quand on fera la 3e partie sur Ric Flair, ou la 4e. Voilà. Ouais. C'est que c'est l'un des catcheurs qui a été le plus respecté par Vince McMahon. Et donc du coup, ultra protégé. Ce qui aurait pas dû être protégé, quoi. Il aurait dû être puni, quoi. Ouais. Et ben non.
Après, très peu de temps après, là, il venait de finir sa rivalité, justement, je rappelle qu'il avait fait post-invasion, où il a affronté McMahon tout le temps, donc du coup, il se respectait. Bah, il est là le lendemain de l'invasion. Voilà, et il commence à chanter dans le raid de Triple H. Ouais, est-ce que t'aimes bien quand je dis t'es le meilleur Triple H, t'es le meilleur Triple H? Là, c'est un peu dans ce qu'il a dit pendant 5 ans. Voilà. Est-ce que Triple H pense encore aujourd'hui que c'est le meilleur? Voilà. Voilà. Enfin. Donc c'est ça. Donc du coup, Ric Flair, totale impunité par rapport à ça, plus jamais condamné par rapport aux hôtesses et les. Elles ont porté plainte et tout ça, il n'y a jamais rien eu. Et en plus, lors d'un Side of the Ring, ça lui a valu une shitstorm à ce mec-là. Et que derrière, même, il a dû quitter un peu son rôle qu'il avait à la TNA à ce moment-là, c'est Tommy Dreamer. Parce que Tommy Dreamer, en fait, dans le Dark Side of the Ring, sur le Plan Ride from Hell, je l'ai bien dit en anglais. Ouais, c'est bien, ouais. Après, il était là à l'époque-là? Il était pas là à l'époque-là, ou peut-être il était dedans, je sais plus, mais il a fait que de défendre Ric Flair en disant ouais mais c'est à l'époque c'est Ric Flair, on a l'habitude, c'est une star, il aime bien fêter, c'est un fêtard. Non, mais... Et en fait ça a été extrêmement mal perçu au moment où l'épisode est sorti. Parce qu'aujourd'hui, et heureusement, ce genre de comportement, c'est pénal. Heureusement. Mais c'est ce que je viens de dire. Heureusement. Oui, heureusement. On sait que Ric Flair, on le sait comment c'était à l'époque, dans les vestiaires féminins, dans les catcheuses, les valets et tout, dans les années 80. Il y a des trucs qu'on doit même pas imaginer. C'est clair. Je pense qu'il y a eu des histoires et de V qu'on n'imagine même pas. Ouais, bien sûr. Mais Tony Atlas le dit lui-même dans le documentaire sur Vince McMahon. Il dit on ne respectait pas du tout les femmes. Pour nous, c'était des objets. Il le dit clairement. Mais il l'avoue, il le dit. Mais comme tous, mais ça c'est pas que dans le catch, hein. Ouais. Dans tous les sports, les mecs dans les années 80, machin et tout, ça n'a rien à foutre. Mais heureusement qu'aujourd'hui c'est plus. Heureusement qu'un truc comme ça aujourd'hui ça peut plus se reproduire. Oui, heureusement, ouais. Heureusement. Donc voilà, vous nous l'avez demandé, on l'a fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu de notre manière à nous de le raconter et de commenter dessus. Mais on vous a fait 2 gros dossiers là. Ouais, là on a fait 2 gros dossiers. Je suis très content. On fera un big up à l'envers du ring qui appelle ces vidéos les dossiers. Je suis très content des 2 dossiers qu'on a fait. Je suis content d'avoir pu traiter ce truc en Corée parce que justement je trouve qu'on a été, au moins on a dit des choses différentes que ce qui a déjà été entendu. On s'est pas arrêté seulement à l'énumération des faits. On a essayé d'apporter un peu notre ressenti. Donc ça c'est cool. C'est des choses que j'aime bien quand on peut faire ça tous les deux. J'aime cool. C'est quand on refait le monde au fur et à mesure des émissions. J'adore ça. Pour la 3e que t'as teasé tout à l'heure avec Jimmy Snuka, on va se la garder pour une prochaine, certainement la saison prochaine. Là, on va arriver pour la fin de cet épisode-là. On reste sur des formats de 1h30, 1h40, c'est très bien. La semaine prochaine, je pense qu'on va enchaîner Raven. J'ai dit tout à l'heure, la 3e partie sur Ric Flair, et qu'on fera certainement ensuite la 2e partie de l'histoire du catch. Et on terminera la saison dessus, je pense. Bah, avec Ric Flair, la dernière partie sur Ric Flair. Ah oui, la dernière partie sur Ric Flair. La dernière partie sur Ric Flair. Et je pense que ce sera pas mal. Les amis, on a envie de refaire une FAQ. On en parle. Moi, ce que je peux vous proposer, je vais faire aussi un short à propos de ça pour le teaser. N'hésitez pas à déjà poser des questions dans les commentaires. Questions sur le ring, questions sur tout, questions sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie, jeux vidéo, pas jeux vidéo, ce que vous voulez, enfin jeux vidéo, film, musique, sport, catch, ce que vous voulez. On va se refaire une 2e petite FAQ parce que la première FAQ, on l'a faite il y a plus d'1 an. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment. Oui. Voilà. Et sinon, merci Messiah pour ta pertinence, c'était cool. Merci les gars, je compte sur vous, excusez-moi, pour faire vivre l'émission. Et moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la semaine prochaine. Salut!